Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, Les Injustes. Messieurs, bonsoir. Salut. Oh, un petit Homer en... Là, vous n'avez pas l'image, C'est évidemment. moi le malin Homer. Je suis le malin. Non, c'est Je suis malin Homer. Je suis le malin Homer. Je En suis tout cas, malin. en chantant ça, tout le monde va voir. Exactement, c'est ce que Alan nous montre dans l'écran aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Grosse semaine, il y a eu beaucoup de stock. Ça paraît que tranquillement, pas vite, on s'en sort. On est allé au cinéma ensemble. Malade. Hey, ça, c'est toute une victoire. On est allé au cinéma ensemble. Et il y avait Ouais. du monde dans la salle. Ça, c'est encore mieux. Mhm. Mais non, mais c'est le fun, non? Ben oui. Bon. J'étais content de me retrouver dans une salle avec plein de monde. Oui. Ben, ouais. Hey, mon Dieu, puis- cache ta joie. Ah, ben, je sais pas, mais il y en avait aussi pour Godzilla. Oui, je sais, mais c'est parce qu'on n'était pas ensemble quand on est allé le voir. Fait que là, tu sais, c'était ok. plaisant parce qu'on a renoué notre tradition à moi et à Alan de se parler pendant le film pour déranger tout le monde avec des commentaires en direct. Ce que généralement le monde en salle apprécie. Là. Et moins de pogné que ces deux lourds-là, puis t'entends tout le monde en arrière qui font comme... Tiens, font le gueule. Moi qui se penche par Alan et qui dit hey, telle affaire, hey, telle affaire, hey, telle affaire. On passe notre temps à se jaser durant le film. Mais non, on s'est pas fait cogner dans le banc. Là. Ça, c'est l'autre grand classique là, quand tu fermes pas ta gueule au cinéma. Là. Pour ça, des coups de genoux dans le dos. Là. Mais Il y en a fait qui est merveilleux avec le cinéma à cette heure, là, c'est que le monde, faut qu'il arrive à temps pour le film parce que vu qu'il y a un couvre-feu, là, ils peuvent pas retarder la sortie, le départ du film à cause qu'il y a du monde qui attend pour avoir leur sacrement de popcorn. Ça fait que si tu arrivé en retard et tu attends pour ton popcorn, ben, tu vas manquer les 15 premières Mais minutes. il y en a, hein? Il y en a plusieurs qui ont manqué le 5-10 minutes. Puis c'est de valeur parce que dans le cas de Mortal Kombat, puis on va en parler, le début est quand même awesome. Là. Ah, mais il était sur YouTube la veille. Ah, il était sur YouTube. Ah, fait que c'est peut-être pour ça qu'il y a Ils des gens savaient que qui... le monde allait le manquer. Ouais, c'est ça. Il y a peut-être du monde qui se sont dit c'est moins grave que je le voyais pas, mais moi, je l'avais pas vu sur YouTube. Puis quand je l'ai vu, j'ai fait... Puis je pensais au monde dans le fil parce que je savais qu'il y avait du monde. Puis je me disais, hi. Tu sais, qu'est-ce que vous auriez fait, les gars, vous autres, perdre genre de 5-10 premières minutes, vous y allez-tu pareil? Ben, vous vous dites, gars, fuck off, donne-moi un billet pour demain. Là. Ah, t'es rendu là, tu y vas. Hein? Ah ouais, toi, Jean-Nic? Ouais, je serais allé pareil. Tu serais allé On pareil? s'entend que c'est pas un drame suédois où tu vas manquer de contexte que t'as raté. Non, mais tu payes pour du Bing Bang Pif Paf, puis quand tu manques genre le premier 15 minutes de Bing Bang Pif Paf, tu sais, je veux dire, ton Ouais, dialogue mais- suédois va être dans le milieu du film, là, tu sais. Sinon, tu t'en vas dans ton char, tu retournes à la maison, puis t'as pas ton bang-bang pif-paf de Ouais, toute manière. ça c'est sûr. À moins que tu décides de faire fâcher ta blonde ce soir-là. Ça se peut que ça finisse en Bing Bang Pif Paf Pouf. Donc, vous aurez deviné qu'on va parler de Mortal Kombat. On va en parler donc en dernière partie d'émission. Mais sinon, on va revenir aussi sur le nouveau manga de Gu Tanabe avec les classiques de Lovecraft. On a lu le dernier qui est sorti cette semaine en librairie. Jean-Nic, tu vas nous parler de Creepshow. Je savais même pas que ça se diffusait encore. Fait que tu vas nous donner un petit peu d'update là-dessus. On va parler de Captain America ou Falcon Winter Soldier. En tout cas, le titre qui dure 15 pieds de long. Là. Captain America and the White Wolf. Ouais, non, c'est même pas ça. C'est même pas ça. Ils ont pensé, par exemple, à le mettre celui-là à la fin. Mais ça arrêtait Ouais. bon. Et ça s'est terminé, donc le 6 épisodes est terminé. Puis là, on attend avec impatience, évidemment, Loki, parce que moi, je dois vous dire que dans tous les projets qui avaient été annoncés depuis le début, oui, j'ai aimé WandaVision, mais je m'attendais à rien. Mais Loki, là, j'ai un step d'espoir, là. Fait Ah, que, ben non, moi, c'est cette semaine qu'attendait le truc que j'entendais le plus, C'est-à-dire? de Bad Batch. Ah, ben oui, c'est vrai, ça aussi. Ouais, mais je veux dire, dans l'univers de Marvel, là, je parlais. Là. Mais effectivement, Ah, ok. de Bad Batch, on a vu la bande-annonce cette semaine, je l'avais pas vu encore, moi, puis ça sort pour le 4 mai, May the 4th be with you. Exactement. Mais, Hey, ça a-tu l'air bon? ben, s'ils gardent la même qualité d'animation qu'ils ont faite pour les derniers épisodes de la dernière saison de Clos Noir, là, visuellement, ça va être vraiment beau. Ah, ça va être Et impeccable. sérieusement, ça a l'air d'être une gang de badass incroyables. Puis j'ai hâte de voir comment, parce qu'ils nous ont habitués maintenant à avoir des caméos un peu dans ces séries-là, là, tu sais, des personnages qu'on ne s'attend pas à voir puis qui arrivent. Tu sais, J'ai hâte de voir comment ils vont jouer avec ça, puis quel personnage va arriver puis va venir faire une petite apparition. Puis moi, Clone Wars, là, ça sert à rien. Là, puis je regardais encore dernièrement les émissions sur Disney+, puis j'ai vraiment eu du fun avec des arcs complets sur Clone Wars où je me disais, c'est quasiment meilleur que le film. Là.
Oui, ben, il y a beaucoup d'arcs de guerre où il y avait surtout, c'était la planète des Twi'lek, où Mhm. c'était vraiment, vraiment une grosse bataille et des personnages qui étaient importants. Ben, c'est la première fois qu'on avait vu le personnage de Rogue One, Oui. quand il s'appelait. Voyons, celui de Wickeder, là. Whittaker, Ouais, voyons comment ça Whittaker, c'est là s'appelle. qui ressemblait à un Darth Vader en version Ouais, c'est ça, BS parce cheap, qu'il là. avait pas assez d'argent, cheap, là. Puis, Effectivement. mais moi, les arcs que j'ai préférés dans cette série-là, t'as tout l'arc sur Mortis, là, le fils et la fille, là, avec Oui, la force, la balance de la force. Mais quelle belle histoire avec le. On voit un peu l'avenir de Darth Vader dans cet épisode-là. Puis moi, j'avais adoré. Le gars à quatre bras aussi, le Jedi qui tourne méchant, là. Tu te souviens-tu de cet arc-là? C'est le même Général espèce que. Grievous. Hein? non. La même espèce que le gars qui avait quatre bras là, dans le bar avec Goro. Obi-Wan. Là. Gars. Aide-moi, Gros, aide-moi ouais. pas, Jean-Luc. En tout cas, j'avais bien aimé cet arc-là aussi. Bref, on va surveiller ça. Invincible, c'était la dernière cette semaine. Si vous n'avez pas encore écouté ça, on va essayer de vous convaincre encore une fois de le commencer. Puis après ça, on se fera une petite section spoiler parce que, honnêtement, il s'est passé des choses dans cet épisode-là que même si vous avez lu la BD, on dirait qu'en image, en anime, c'était, écoute, une coche de plus. Et on termine avec Mortal Kombat et nos poisons. Fait qu'on commence avec du manga. Tu sais, Alan, j'en lis pas beaucoup du manga. Il y en a au moins 3 maintenant que je peux dire que je lis, dont 2 grâce à toi, là. J'avais lu Ouais. Dragon Ball quand j'étais jeune. J'ai commencé Alita. J'ai reçu mes 2 premiers volumes. Et tu m'avais suggéré les chefs-d'œuvre de Lovecraft par Gutanabe. Et je suis un vendu depuis ce temps-là. Ben, de toute façon, il y a qu'à l'allure qu'ils ont, là, avoir les versions de. C'est Keloon, le Clown, la maison d'édition, là. Ça prend ça Maudit dans la qu'ils sont bibliothèque. belles. Ah, c'est incroyable comment ils sont belles, reliées en Hum. cuir, la qualité du papier, l'odeur, les dessins, la qualité d'impression, tout est là dans ce livre-là. Je te laisse nous présenter le dernier qui est sorti cette semaine. Bon, il est en tour de mon portable, donc il s'appelle, c'est celui qui hantait les ténèbres, je ne me Oui, trompe pas, ça se exact, peut-tu? exact. Exactement. Finalement, celui-là, finalement, c'est le plus court de ce qui est sorti présentement. Il est même un petit peu plus court que La couleur tombée du ciel, sauf que lui, il y a 2 histoires dedans. Mais la première, c'est Dagon, et n'importe qui a lu Lovecraft, Dagon est une de ses nouvelles qui est quand même assez iconique, mais c'est quand même une nouvelle Oui. Oups, extrêmement oui. courte. OK. Donc, c'est pour ça que dans ce manga-là, c'est quelque chose qui est très court, mais c'était sympathique de l'avoir en image. Et après, on avait justement le truc qui entre Celui les qui hantait ténèbres. les ténèbres. Dagon, Euh, si je ne me trompe pas, c'est une de ses premières nouvelles à Lovecraft, ou dans les premières qu'il a écrites. Là. C'est dans les premières, effectivement. Puis c'est une de ces nouvelles qui est courte, puis qui va te faire comprendre si tu es capable de lire, si tu vas apprécier du Lovecraft ou pas. Parce que moi, je sais que c'est ce type d'histoire-là qui m'ont fait décrocher de ce type de lecture-là, parce que, à part des mots, là, il n'y a rien là. Tu sais, oui, il va être capable de t'expliquer la folie, il va être capable de t'amener à bien des affaires, parce que moi, je suis quelqu'un qui ça me prend quelque chose de plus concis dans ma lecture. Donc, lui, c'est tellement ouvert. Puis, tu sais, puis je pense que la dernière phrase, ça fait comme il a vu l'innommable, il a viré fou. Tu sais, Ça laisse place à beaucoup d'imagination, mettons. Ouais, là. C'est effectivement, très ça fait que dense. si tu n'as jamais joué au jeu de rôle de Lovecraft, si tu n'as jamais vu de dessin, là, puis tu lis ça, ben, dans ta tête, tu n'es même pas capable de te faire une image. Mhm. Ou encore, C'est toujours ce que j'ai détesté de Lovecraft en lecture, c'est que si tu ne vas pas chercher du stuff à côté, tu ne seras jamais capable de te faire une image en temps. sauf que là, on pallie à ce problème-là avec Gutanabe. Et honnêtement, pour Dagon, c'est correct. Là, c'est quand même assez court. Puis je connaissais un peu l'histoire de par le film qu'il avait fait dans les années 2000. Bon, c'est correct. J'ai passé quand même rapidement. Là, je l'ai lu, mais tu sais, bon. Mais celui qui hantait les ténèbres, honnêtement, Alan, je suis obligé de te dire que c'est, à date, dans ce que j'ai lu, c'est ma préférée. Ouais, les montagnes hallucinées restent le top, là, mais je pense que tu ne l'as pas encore lu, Ouais, celui-là, c'est en ça. deux Ben, volumes. celui-là est en 2 volumes. Je ne l'ai pas lu encore. Mais celui qui hantait les ténèbres, je m'attendais comme pas à ça. Euh, c'est lui qui est un petit peu différent parce qu'on a plutôt qu'y aller dans la folie pure, un petit peu comme la couleur tombée du ciel nous avait fait vivre une angoisse assez existentielle des personnages, puis tu voyais une folie qui s'aggravait là, chez les personnages, qui était super intéressante. Le mythe de Toulouse avait été plus dans le mythe, on va le dire, de Toulouse, mais celui-là, ce qui est le fun, c'est qu'on y va plus dans plus dans dans le genre petit village de Innsmouth où ce que tu vois, le monde sont au courant que quelque chose existe puis ils veulent pas en parler. C'est qu'on rentre dans le mythe puis quelqu'un qui veut rentrer là-dedans puis
comment ça peut se passer pour quelqu'un qui veut trop Ben, savoir? on rentre dans quelque chose qui a probablement inspiré d'innombrables nombres de films d'horreur parce que, tu sais, les étapes classiques sont là. Un village reclus, Oui, un édifice bizarre, toujours dans les ténèbres que personne ne veut parler, un journaliste curieux qui, lui, fait fi des avertissements, décide d'y aller, ouvre la boîte de Pandore, tombe en folie et tout le reste s'enchaîne. Et honnêtement, quand je l'ai lu, je me suis dit, j'ai lu cette histoire-là, j'avais l'impression de déjà l'avoir vue et lue 1 million de fois, mais jamais aussi bien racontée que cette fois-là. Cette histoire-là particulièrement joue beaucoup avec les peurs primaires aussi, le noir, le fait de ne pas pouvoir voir ce qui s'en vient, le fait d'avoir une période d'insécurité dans la journée à laquelle on ne peut pas s'échapper. C'est très, très fort dans les récits de Lovecraft. Puis dans celui-là, ça englobe beaucoup toutes ces Ben, thématiques. le fait aussi où que tu prépares ton univers à être envahi par un autre univers. Tu sais, c'est-à-dire que dès que tu manques de lumière, ben, tu laisses de l'espace et tu laisses la place à ta peur, finalement. Et tu sais, quand il est dans sa chambre, puis il allume des lumières, puis là, il veut pas perdre le courant, puis il devient presque fou à l'idée de le Ben, soir d'orage, il regarde, puis là, je veux pas perdre le courant, je veux pas perdre le courant. Qu'il y a un orage, jamais il appelle la compagnie électrique pour leur dire « Hey, wow, minute, je veux bien qu'il y ait un orage, mais vous n'allez pas perdre le courant. » là. Ah, s'il vous plaît, dites-moi que vous allez pas perdre le courant, tu sais. Puis il fixe l'édifice au loin, qui est cette espèce de monolithe au loin, là, cette espèce de pierre noire, ce qui est une Effectivement, église. puis ça aussi, ça travaille beaucoup sur le mythe de Cthulhu, parce que, encore une fois, que ça commence, le gars, c'est un écrivain qui s'est loué une pièce qui était tranquille pour écrire. Finalement, il voit l'église au loin, puis il appogne une fixation, parce que c'est toujours ça. C'est parce que tu as toujours un catalyste qui va être réceptif à l'appel des anciens. Une espèce Puis, d'interdit que tout le monde a compris, sauf ton invité. oui, effectivement. Puis lui qui a un esprit un peu plus ouvert, ben, il se fait toujours un petit peu avoir. Parce que même dans le roman d'avant, L'appel de Cthulhu, là, où le personnage principal, finalement, il a perdu à peu près 10 ans de sa vie parce qu'il il a eu un switch de corps avec un extraterrestre. Mhm. Ben, quand il découvre les journaux et tout ça. Oui, effectivement, parce que je pense que c'est un Yit qui avait pris son corps pendant 10 ans. Non, c'est horrible, mais moi, j'ai vraiment aimé cette histoire-là. Puis, tu sais, je vous conseille fortement d'aller vous les chercher parce que ça demeure, je pense, le fondement de bien des histoires d'horreur, comme on parlait tout à l'heure. Puis, quand tu le lis, t'es pas en terrain étranger, là. Tu sais, tu la connais. C'est un peu comme une vieille comptine, là, qui a été chantée à travers le temps par plein d'artistes. Puis là, quand tu tombes sur l'original, tu te dis, hey, je connais ça. Tu sais, je le sais, j'ai les repères, j'ai les référents. Puis là, je suis en train de lire l'original, puis je me dis, wow, tu sais, je redécouvre d'où ça part dans toute sa splendeur. Honnêtement, moi, j'étais assis dehors, il faisait pas très beau quand je l'ai lu, là. Le bruit du vent, puis j'étais comme, j'ai presque eu peur moi-même en le lisant, là. Honnêtement, je suis tombé les deux pieds dedans, là. C'est vraiment mon préféré, ou c'est peut-être moi qui s'étais mis un setup pour que ce soit Ben, comme ça. c'est Là. peut-être parce que le fait qu'elle est courte aussi. Oui, entre autres. Puis tu rentres direct dans le sujet, hein. Tu perds pas Ouais, de temps. ça gagne pas. Ma plus grosse déception sur ce manga-là reste quand même, je pense que c'est quoi la créature qui est là-dedans? Je pense que c'est un Gaunt, ou je me rappelle plus tout à fait le nom de ça. Quand il y a le splash page pour le présenter, là, ben, il manque la face de la bébite parce que tu n'es pas capable d'ouvrir Il au est écrasé complet. Quand t'es dans Il est reliure. écrasé dans la reliure. Là. C'est comme le plus beau dessin de ce manga-là. Il est comme pogné dans la reliure, puis tu fais comme, ouais, je l'ai payé cher, là. Je pourrais se casser, puis regarder le monstre de quoi qu'il y a de l'air, puis de me le racheter, mais au pire, j'irai faire une recherche sur Google pour voir l'image. Mais c'est parce que le défi de ce roman, de cette histoire-là en particulier est dans le titre. Faut que tu illustres les ténèbres. Oui. Mais fait qu'il y a du noir. Ouais. Il y a du noir. Il y a du bon, mais même les dessins de l'église, tout ça est super beau, mais côté graphique, ça reste quand même un de ses plus faibles. Oui, je pense que oui. Puis Parce qu'il y a moins de possibilités de détails dans celui-là que ben, beaucoup d'autres. c'est ça. Puis dès que tu parles de ténèbres, tu sais, je suis en train de vous montrer une image, les gars, puis tu sais, c'est beau. Mais on dirait que tu as genre mis 8 cartouches de noir dans ton imprimante Lexmark WestJet patin de truc, là, tu sais. Genre, il faut vraiment que tu regardes comme il faut, là. Mais en même temps, c'est le matériel qu'il y a. Tu sais, comment tu illustres une panne de courant? Non, mais de toute façon, lui, depuis le début, il a réussi à imaginer Lovecraft comme je pense personne n'avait réussi à le faire. Là, donc, Ouais.
C'est souvent quelque chose que les fans de Lovecraft reprochent, tu sais, qu'il y a du potentiel à l'infini, puis toutes les adaptations, particulièrement au cinéma, rendent pas hommage à son œuvre, puis réussissent pas à rendre. Mais les mangas de Gutanabe, c'est comme la meilleure manière. Si vous voulez voir visuellement là, une belle adaptation de Lovecraft, c'est la meilleure forme. Ben, moi, c'est comme ça que vous m'avez initié, parce que je savais qu'il faisait partie des classiques que je devais lire, que je devais au moins tenter d'avoir lu. Puis ça n'a jamais donné que je tombe dedans. Puis je le trouve tellement accessible, ce manga-là, même si je ne suis pas un lecteur de manga. Tu sais, bon, oui, ça me prend la twist au début là, pour. Faut toujours que j'aille voir sur Internet pour me rappeler comment ça marche. Là. Mais c'est niaiseux, c'est le contraire du sens que nous, on lit. Là. Mais des fois, il faut que j'y pense. Tu sais. Puis je te dirais qu'il y a 2-3 pages au début où ça fait pas de sens parce que j'ai réponse avant une question. Là, je me dis, oups, je pense que je lis là à l'envers. Je pense que je suis pas correct. Mais une fois que tu as passé par-dessus ça, c'est dur de pas aimer ça. C'est vraiment dur. Puis au prix qu'ils sont, celui-là, par contre, j'ai trouvé dispendieux. On va se l'avouer, là, pour la grosseur qui est. Là, il est à peu près au même prix que les autres, ben, effectivement. J'ai eu. Tu sais, c'est ça que je disais à Jean-Nic tout à l'heure pendant qu'on était à Ordonne. Je disais, tu sais, j'ai acheté l'appel de Cthulhu, il m'a coûté peut-être 32$. Celui-là m'a coûté 28$, puis il fait même pas à moitié. Là. Ouais. Tu sais, ça, j'ai trouvé ça un peu cheap. Là. J'ai fait comme, Mais c'est drôle. Ils sont mauditement beaux dans une bibliothèque, par contre. Moi, vous me rendez jaloux. Là, ils sont superbes. Ouais, Ils sont dis, superbes. celui qui te le manque en plus, Martin, tu vas être capable de le pogner. Là, les montagnes hallucinées pognent le même format que moi dans le coffret. Là. Ouais. Il rajoute un petit quelque chose lui, dans le coffret. Mais je pense que c'est les deux seuls qui me manquent hein, à date. Oui, c'est les deux seuls. Ben, tu as celui qui est gris que dans l'abîme du temps. Ah non, celui-là, je ne l'ai pas. Tu l'as pas dans l'abîme du temps? temps? Non, j'ai l'appel de Cthulhu, j'ai celui qui hantait les ténèbres, la couleur tombée du ciel. Fait qu'il me manque les montagnes hallucinées puis l'abîme du temps. La seule chose qui me manquerait là, pour que genre je tombe à pieds joints et je sois obligé de les acheter, c'est s'il adaptait Necronomicon puis que la reliure, il la faisait comme le Necronomicon, genre Evil Dead, là, avec de la peau humaine. D'ailleurs, ça, je sais pas, les gars, vous allez peut-être pouvoir m'éclairer, mais il y avait un peu la chance de le faire. On parle d'imaginaire. Gutanabe aurait pu le dessiner comme il veut, le Necronomicon, mais c'est-tu voulu ou c'est vraiment Evil Dead l'ont vraiment dessiné comme il était décrit dans le... Parce que c'est le même, là. Il a toujours été à peu près imagé comme ça, avec une face étirée. Là, parce que, fait que c'est pas Mais je pense qu'en même temps, c'est tellement iconique. Puis Evil Dead, c'est pas une adaptation de Lovecraft, mais c'est venu chercher comme cet élément-là de son univers. Puis ça, c'est tellement ancré dans la culture que le Necronomicon est fait avec de la peau humaine, écrit en sang, puis avec ce genre de pages en chair. Les pages en chair humaine. Mais tu sais qu'il avait fait une superbe de belle édition DVD de Evil Dead dans le Necronomicon. Là, oui. Je les ai toutes les deux. Et le deux dans cette édition-là. Ouais. T'as pas besoin d'abord d'avoir un manga en Necronomicon. Eh oui, t'es ça déjà. Mais donc, non, on vous le conseille fortement, les gars, je pense. Si vous avez jamais lu ça, ça vaut la peine. Là. Le dessin est superbe. C'est super beau. Puis en plus, vous lisez des œuvres de Gutanabe. Puis après, vous allez pouvoir vous intéresser à Lovecraft. Mais comme on dit toujours avec Lovecraft, intéressez-vous à son œuvre et pas sa vie. Non, mais ça, c'est le cas de bien des artistes en passant. Là. Mais puis l'autre chose, pour ceux qui nous écoutent et qui ont peut-être de la difficulté avec l'anglais, d'avoir des belles éditions en français comme ça où le texte est très bon. Là. C'est très bien fait. Mais non, anyway, j'en ai qui en a déjà parlé, puis moi aussi, j'ai déjà dit, quand vous prenez un manga, si vous avez la chance de prendre une édition qui est française, jetez-vous sur l'édition française parce que les Français traduisent du japonais depuis beaucoup plus longtemps que les Américains et la traduction est toujours plus juste en française qu'en anglais. Effectivement, puis le texte est superbe là, dans les éditions de Gutanabe, honnêtement. Là, moi, j'ai vraiment adoré ça. Hey, on va parler un peu de télé. Peut-être avant de parler de Captain America, Falcon, en tout cas, tous ces personnages-là. Creepshow, tu voulais me parler de ça, Jean-Nic, c'est quoi exact? Oui, je voulais faire un pont parce que moi, c'est ça, ce bouquin-là de Lovecraft dont vous venez de parler, je ne l'ai pas, mais j'ai dit je vais faire un pont parce que Shudder ont terminé cette semaine la 2e saison de Creepshow, qui est aussi une adaptation de bande dessinée. En fait, c'est une adaptation des films de George Romero, Creepshow, qui, eux, étaient une adaptation des Tales from the Crypt et ces vieux magazines d'horreur des années 30, 40, 50. La première saison s'était fait reprocher beaucoup d'être cheap et d'être inégal. La saison 2, c'est encore ça le problème, mais ils sont beaucoup plus conscients des limitations parce que c'est un des seuls shows qui est produit par Shudder, qui n'est pas une grosse chaîne de streaming. Donc, on s'entend que le budget est beaucoup moins gros.
mais ils en ont fait une force. Ils sont allés chercher parce que dans les Tales from the Crypt, ces genres de bandes dessinées-là, il y avait, ça s'adressait à un public qui était jeune, il y avait le côté horreur qui était là, mais souvent, il y avait le côté moralisateur. Le personnage était méchant, puis il avait son dû à la fin. Fait qu'ils ont essayé de garder cette twist-là. Donc, on a beaucoup de personnages qui sont détestables, mais qui se font avoir par les créatures maléfiques ou par ce qui doit arriver à la fin. Mais je veux faire un pont parce que dans le premier épisode, le deuxième segment, c'est un épisode qui se passe dans un petit studio qui présente une émission avec une madame puis sa poupée qui parle aux enfants. Puis il y a aussi une espèce de faux Bob Ross, qui est un gars qui a fait la guerre du Vietnam, puis il donne un cours de peinture. Ça part fort. Puis lui, il est comme vraiment chill. Puis celle qui anime l'émission pour enfants, c'est vraiment une bitch, genre quand elle sort d'onde, puis elle est détestée de tout le monde. Puis ils ont aussi une émission où ils parlent d'Antiquité. Et dans cet épisode-là, ils reçoivent Ted Raimi, qui joue son propre personnage, qui est le frère de Sam Raimi, le réalisateur d'Evil Dead. Puis lui, il vient à cette émission-là pour parler du Necronomicon. C'est un livre qu'on a dans la famille chez nous. Mon frère a joué avec, on a fait toutes sortes d'affaires. Puis là, j'aimerais ça le mettre en vente. Puis là, l'animateur de l'émission dit « Ah, ben ça tombe bien, je parle araméen, fait qu'on va regarder ce que ça pourrait être. » C'est cheesy au bout, là. Et là, il décide d'ouvrir le livre puis de lire les incantations. Jamais une bonne idée en passant. Et ça summon les démons comme dans Evil Dead. Donc, techniquement, ce segment d'épisode-là est dans la continuité de l'univers d'Evil Dead. Et avec le frère de Raimi. devient lui-même possédé. Et là, ça donne que le gars qui a l'émission, qui est comme le spin-off de Bob Ross, il y a des chocs post-traumatiques. Là, il vient d'apprendre que son émission va être cancellée pour faire de la place à l'émission jeunesse. Puis finalement, il se retrouve comme un nouveau courage. Puis avec ses pinceaux, il décide de combattre les démons. C'est complètement halluciné. C'est combien de temps, drôle, ces épisodes-là? Ça dure, les épisodes durent 40 minutes, puis c'est souvent 2 segments. Fait que c'est à peu près entre 15 et 20 minutes dans le fond. Quand même. C'est le fun d'avoir attiré le frère de l'autre pour justement refaire un parallèle avec le film. Vraiment. Puis plus tard dans la saison, il y a un autre épisode qui est très Lovecraft aussi, là, où il y a un chercheur qui s'en vont en Alaska dans une grotte où il y a un groupe du gouvernement qui travaille pour essayer de libérer un ancien dieu qui serait pogné là. Puis finalement, il le libère. Puis ça s'appelle celui qui est dans les murs. Puis quand ils lisent, finalement, il y a une espèce de dieu tentaculaire qui découpe tout le monde. C'est super cool. Ça s'écoute vraiment bien. Je vous conseillerais, si vous n'avez pas vu la saison 1 ou si vous avez le goût de vous lancer dans cette série-là, c'est le genre de truc qui vaut la peine de prendre Shudder un mois. Non, mais c'est quoi ça, Shudder? C'est la première fois que j'en entends parler. Shudder, c'est une chaîne de streaming qui se spécialise dans l'horreur. OK, parce que là, ça fait un de plus, là? Ouais, c'est ça, il y en a beaucoup. Mais eux autres, ils sont très nichés. Eux autres, ce n'est que de l'horreur. Ils ont vraiment une grosse sélection. Ils font un peu comme Amazon, Netflix. Souvent, les productions spéciales, c'est pas nécessairement eux qui mettent l'argent, eux autres, ils vont acheter. T'sais, ils suivent les festivals comme, mettons, Fantasia ou les festivals de cinéma horrifique partout dans le monde. Puis les films qui sortent, qui ont un certain succès, ils vont les chercher puis les mettre sur leur chaîne. Tu peux écouter des Vendredi 13 sont là-dessus, mais tu as aussi beaucoup de films d'horreur plus récents. Puis c'est-tu bien dispendieux par mois? Ça coûte c'est 8$ par mois. Ouais, c'est dans le standard. En contenu original, qui eux-mêmes ont produit, ils n'en ont pas tant que ça. Ils ont beaucoup de films qui sont difficiles à avoir autrement. Fait que je vous dirais, pour un mois, ça vaut la peine d'aller vous griller ça. Là. Tranquillement, pas vite, c'est Netflix qu'il faudra que. Tu sais, oui, je veux bien croire que. Moi, si j'ai plus Netflix, ça fait longtemps, puis je m'en sacre pas mal. Sauf qu'à un moment donné, avec ça, c'est lui qui reste quand même le plus cher de la gang. C'est qu'à un moment donné, il faudra qu'il. Soit qu'il se ravise, ou bien que. Qu'il y ait un catalogue plus intéressant aussi, là. Ouais, c'est pas que le catalogue n'est pas intéressant, c'est toujours le catalogue le plus fourni, sauf que c'est le catalogue où il y a le plus de flop au ratio quand même aussi. C'est sûr, eux autres, c'est genre le nom, puis on va avoir peut-être quoi, on claquera pas pour 1000, là, tu sais. On va claquer pour 200, puis quand on claque. Mais évidemment, là-dessus, tu t'es tapé combien de navets, puis combien de bouettes, puis de merde. Puis en même temps, je regarde Disney+, qui est complètement l'opposé, où il y en a juste quasiment pas de contenu qui sort. Là, puis quand ça sort, c'est niché. Là, je veux dire, si t'es pas un fan de ça, ça s'adresse juste pas à toi. Là, c'est Disney, là, puis avec le Stars qui est rentré, là, moi, en tout cas, dans tout le monde que j'entends parler de moi, j'entends beaucoup parler de Futurama. Ben oui. Il y a du monde qui me parle de Futurama.
Après, il y a du monde qui sont contents de voir que Futurama est là, puis il y a une ou deux personnes qui me parlaient de Family Guy. Mais Ouais. Futurama revient souvent, mais sinon, Il n'y a pas tu vois grand-chose. qu'il n'y a pas Il grand-chose. n'y a pas grand-chose. Mais Family Guy et American Dad sont là. Ça m'a permis de me mettre à jour. Puis, Oui, ça m'a permis de recommencer à zéro American Dad. Quelle idée géniale. Ah, c'est tellement bon. Arrête. Moi, je pourrais me le retaper Je sais, 8 fois. mais c'est quand même 15 ans. Oui, c'est 15 ans de télé. C'est beaucoup de stock. Mais bon, fait qu'on retient ton Creep Show sur Sur saison 2. Bon, ben parlons-en là, de Disney+. Tu nous as parlé de Bad Batch qui commence le 4 mai. Fait qu'évidemment, on va se taper ça. C'est quoi le format? Ça va être un par semaine aussi ou ben il nous clenche ça? J'ai même pas osé de checker parce que c'est sûr que ça va être un par semaine. Je sais même pas combien d'épisodes va avoir, donc OK. on va regarder ce que ça va donner. Puis peut-être juste sur ouais, le timeline, es-tu capable de nous situer? C'est où que ça se passe? C'est après... C'est tout de suite après Clone Noir parce que la série nous présentait, parce que dans la dernière saison, c'était une équipe qui était écrite, mais qui n'ont pas réussi à vraiment introduire. Tu sais, c'est pour ça qu'il y a comme eu deux épisodes vraiment plus importants de fill-in que le monde a trouvé qui ne servaient à rien. Mhm. C'est parce qu'il devait être beaucoup plus important dans la suite de Clone Noir, mais ils n'ont comme pas eu le temps d'y mettre Donc, dedans. on C'est est pour ça après qu'ils Revenge of the Sith. pour moi, on va se passer là, pas longtemps après parce qu'effectivement, ça va suivre un peu que ça. Puis de toute façon, c'est des clones troopers qui sont un petit peu à part. Puis dans la gang, il ne faut pas oublier que dans Clone Noir, dans la dernière saison, il avait ramassé le clone trooper qui savait que l'ordre 66 s'en venait. Oui. Fait que là, on ne sait pas s'ils sont Stormtrooper ou ben Clone Trooper encore ou on... Ben, eux autres, c'est ceux qui sont sortis de l'ordre 66 parce que possiblement qu'en ramassant l'autre, ils ont dû réussir à se faire enlever le brainwash qu'il y avait. OK. Bon, ben cool. Fait qu'on va suivre ça à partir du 4 mai, évidemment, pour May the Fourth be with you. Y a-tu d'autres annonces entourant Star Wars dans cette date-là? D'habitude, ils ont toujours... Non, j'en ai pas d'autres. Les seules dernières rumeurs que j'ai lues, c'est que l'acteur qui faisait le voice acting d'Anakin Skywalker est signé pour d'autres projets. Ah, OK. Donc, il y a autre chose qui pourrait s'en venir concernant le prequel. Oui, effectivement. Il y a le tournage d'Obi-Wan qui a starté. Oui, ça a l'air intéressant, honnêtement. Ça, j'ai hâte de voir ça. Ça va être une grosse série attendue. Même Ewan McGregor a dit que ça s'enligne pour être beaucoup mieux. Ouais, puis en plus, moi, j'ai hâte de voir comment ils vont twister Darth Vader là-dedans, là, avec Hayden Christensen qui revient. Là. J'ai hâte de voir quelle forme ça va prendre. Est-ce qu'ils vont se recroiser? Est-ce que c'est des flashbacks? Ça va être triste. Probablement que ces gars-là vont dire, genre, le meilleur projet de Star Wars dans lequel on a été, c'est genre une série télé 10 ans après nos films. 20 ans. Ouais, mais tu sais, ils ont quand même commencé des films pareils. Aussi poches ces films-là puissent-ils être. Ils ont commencé là pareil. Il n'y aurait pas eu ce casting-là s'ils n'avaient pas fait les prequels. Là, bon, les prequels. Puis, tu sais, je vais-tu dire ça? Je pense que je vais faire. M'a choqué du mot. Les prequels ont quand même monté dans mon cœur avec les sequels. Tu sais, je regarde overall. Là. Juste pour Revenge of the Sith, je pense que. Ben, Revenge of the Sith était. Ouais, il est meilleur que 8 et 9 réunis, ça, c'est Ben, sûr et certain. c'est ça la patente, là, tu comprends? C'est. Ah, mais on peut-tu arrêter de parler de ça parce que ça me fait penser à l'épisode 7, puis les portes qui étaient ouvertes puis qui ont été fermées puis ignorées. Là, ben, on va aller ailleurs. Je le sais, c'est le plus gros gâchis de l'histoire du cinéma. J'ai jamais vu quelqu'un tendre un bâton avec autant d'amitié et de gentillesse à un autre réalisateur qui l'a pris puis qui l'a crissé en bas d'un ravin. Tiens, voici mon œuvre et plein de portes ouvertes et plein d'opportunités pour toi de faire quelque chose de super cool. Je t'ai tout tapé la trail, introduit des nouveaux personnages. J'ai même pris une vieille histoire pour être sûr que le monde ne soit pas mêlé. Le monde est prêt. Vas-y. Ouais, on est plein d'amertume. Bon, okay. Prochain sujet. Falcon and the Winter Soldier, c'est terminé cette semaine ou la semaine passée, je pense, avec le 6e épisode. Oui, ça va faire une semaine, un peu plus d'une semaine que c'est fini. Bon, je dois avouer que je suis dans le syndrome de Discovery. Alors, je ne l'ai pas fini. Ben, au moins, c'est rien qui te reste rien que 2 épisodes d'écouter. Discovery, c'est 2 saisons. Là, ouais, Discovery, c'est 2 saisons. Mais, 2 saisons sur 3, c'est quand même pas mal. Là. Ça a l'air beaucoup. Non, c'est la moitié de la 2e saison. Je t'ai rendu à quand tu as su que c'était sa mère qui voyageait dans le temps. Là. OK, non, c'est là. pas tout à fait ça, vraiment. Mais en tout cas, c'est pas grave. On voit que t'étais pas rendu loin. Ben non, je t'arrêtais là. Et pour Falcon, ben, j'ai arrêté après le 4e épisode, je pense. Fait que là, il m'en reste 2. Fait que ça m'encourage à peut-être pouvoir le finir vu qu'il en reste juste 2 et pas genre 1 saison et demie. Mais comment ça... Overall, bon, mauvais, comment la... Je veux pas spoiler personne, mais j'ai vu les images de comment ça s'est fini. Là. Ils ont fini par y donner le bouclier puis le costume. Ben, effectivement, ça a travaillé sur un épisode 5...
qui était intéressant parce que c'est un épisode qui a travaillé sur le poids des responsabilités, puis qu'est-ce que c'est d'être un héros. Et aussi avec Isaiah, je pense que, en tout cas, M. Bradley, qui était capitaine Américain Noir, il y a quand même eu une séquence tu sais, qui n'a pas été très courte, qui a parlé de qu'est-ce que c'était aussi être un soldat noir pendant la Deuxième Guerre mondiale, puis comment tu étais traité, puis que finalement, peu importe ce que tu vas avoir fait dans cette guerre-là, à cause de ta couleur, tu n'auras jamais la reconnaissance que tu étais supposé d'avoir. Donc, tu sais, on est encore dans le très sérieux, dans le très terre-à-terre. Ça fait que le monde qui voulait avoir encore du gros Marvel resplendissant, puis avec une attaque d'invasion d'extraterrestres, puis pas se casser la tête. Pas de On est Skybeam, pas- rien, non? Non, il n'y a pas de Skybeam, puis ça parle de terrorisme, ça parle d'extrémisme, ça parle de racisme, ça parle du problème du gouvernement qui ne sont pas capables de gérer des crises, puis qu'il va toujours du monde qui vont payer parce que les autres s'en crissent, sont milliardaires, puis si tu crèves, là, c'est le dernier de leurs soucis. Donc, on est dans des sujets qui sont très sombres, sont très terre à terre. Puis ça, c'est le 5e épisode que tu n'as pas vu. Pour, au final, que Sam Wilson accepte son destin puis décide de prendre ses responsabilités, qu'on arrive au 6e épisode où il accepte d'être Captain America. Mais ce qui est merveilleux là-dedans, et c'est là tout le génie de ce qu'ils ont fait aussi avec WandaVision, alors qu'on pensait que ça allait véritablement avoir des conséquences très importantes pour les films. Là, je me souviens qu'on a eu cette conversation-là en se disant ça va être difficile de retourner voir les films sans avoir vu les séries. Quelqu'un qui a vu la fin d'Avenger Endgame et qui reverrait le début du prochain en voyant Falcon en Captain America, il n'y aura rien manqué. Là. Au contraire, il manque pourquoi il va avoir son costume. Ouais, puis mais là, je veux dire, non, mais dans le sens où, tu sais, à la fin je comprends ce que d'Endgame, tu veux dire. à la Il fin donne le d'Endgame, bouclier, il donne le ouais. bouclier, tu deviens Captain America. Le film d'après, tu le vois en Captain America. Ouais. Il n'y a pas Ouais. personne qui va se poser la Ça a question. toujours été un personnage side un peu. Fait qu'il n'y a personne qui va se poser la faire. question, genre, comment il est devenu Captain America? Parce que dans leur tête, ça va être, ben, c'était à la fin de Endgame. Puis la série, selon moi, est meilleure que WandaVision. J'ai eu du fun à écouter ça. Par contre, moi, j'ai trouvé que tous les éléments, justement, plus terre à terre, plus politiques, c'est un peu boboche. J'ai trouvé que c'était un peu maladroit comment c'était traité. Puis malheureusement, ils ont le même problème que WandaVision. Ils ont tout concentré sur un personnage. C'est à propos de Sam Wilson. Lui, il a un arc complet. Mais à côté, tu as Bucky, où ils ont lui, ils l'ont commencé à y échappé. écrire quelque chose. Ils ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire avec le personnage. Au final, c'est pas pour rien. On faisait à Joe qu'ils ne l'ont pas appelé White Lion, je sais pas trop. White White Wolf. Wolf. White Wolf. C'est pas pour rien. Ils n'ont pas résolu ce personnage-là. Il est le fun dans les scènes où il est là, puis ils ont une bonne chimie, les deux acteurs, mais lui, son arc est complètement passé à côté. Puis, comme j'ai parlé dans le dernier épisode, le nouveau Captain America, lui, c'est un personnage intéressant, mais encore là, ça nous aurait pris du background avant pour mieux le comprendre. Puis, tu sais, là, de la manière qu'il revient dans le dernier épisode, puis là, finalement, il a construit son costume, il a encore un bon fond, puis Il est devenu quoi, d'ailleurs, ce gars? gars-là? Il est encore Captain America ou... Ben là, on imagine qu'il va devenir. Tu sais, je suis pas familier là, avec l'univers de Marvel. Mais Alan? il va comme devenir le Captain America de l'Injustice League. Là. Genre, il va se faire recruter par tu parles de M. Rossa? Walker, ouais, Ouais, c'est ça. le fils de Ouais, Captain sauf que Walker. lui, il est recruté par Hydra, donc... OK. Puis ce qu'on pensait tout aussi avec Madame Carter, elle, c'est le Power Broker, sauf que, tu sais, on voit tous les liens que Hydra, que ça fait longtemps que je parle que Black Widow devait ramener, là, c'est comme... On voit que Hydra est en train de revenir. Et là, la question qu'on se pose toujours avec Hydra qui revient, c'est est-ce qu'il y a une infiltration scroll là-dedans aussi? Donc, on va voir les réponses plus tard. Sauf qu'encore une fois, Bradley, ça, on voit qu'il travaille possiblement sur Iron Patriot parce que c'est son petit-fils. On l'a vu beaucoup plus longtemps dans le 5e épisode. C'est que on voit qu'il travaille là-dessus. Mais oui, effectivement, même comme je disais tantôt, Bradley, c'était une séquence de 2 minutes où il avait parlé du racisme de la Deuxième Guerre mondiale puis que les Noirs n'étaient pas reconnus. Tout est cool. C'est comme s'ils ont eu peur de mettre trop de blabla puis de trop travailler sur des points précis de la série pour moi, ils ont peur de décrocher le monde. Oh, ben, c'est les scripteurs qui étaient vraiment juste mauvais à l'écriture. Puis ils se garochaient toujours. On dirait qu'il y avait une hâte de mettre de l'action. Puis quand ça parlait trop longtemps, puis qu'ils développaient, là, hein, ils faisaient comme oh, je pense qu'on va perdre le monde, il faut que ça explose. Tu sais, le personnage, je pense qu'il s'appelle Battlestar, je sais pas trop, là, le sidekick de Walker, justement, qui meurt, qui fait qu'il perde sa coche à cause de ça.
je veux dire, c'en est un sidekick noir. Tu avais l'opportunité que ce personnage-là, justement, de raconter quelque chose, de mettre une nouvelle alternative. Puis au final, c'est un personnage qui fait de l'exposition encore. Il est là pour jaser avec, il donne des conseils, mais on ne connaît pas leur relation. Ça aurait tellement été hot de mettre les deux ensemble. Je sais pas, pendant qu'il était à la guerre, justement. Puis après, tu peux faire un parallèle avec ce que Bradley a vécu. Mais je vous pose la question, là, est-ce que ça se pourrait entre le moment où ils nous ont dévoilé qu'il allait avoir ces séries-là, puis qu'ils nous avaient dit vous allez avoir besoin de les voir pour voir le film, et le moment où les séries se sont tournées et sont maintenant présentées, il n'y a pas quelqu'un qui a levé la main puis qui a fait comme on peut pas faire ça. On peut pas demander à notre public, genre, d'aller voir des séries télé complètes de 6-8 épisodes avant de retourner au cinéma. Fait que faites-moi des histoires qui, à la fin, vont avoir donné quelque chose, mais pas trop. Pour être sûr que, tu sais, quand la personne va revenir au cinéma, elle n'ait pas l'impression, tu sais. Je veux dire, WandaVision, là, c'est clairement juste un nouveau costume qu'elle a, là. Ouais, c'est ça qu'elle a. Il y a toute une différence avec Falcon et Winter Soldier parce qu'ils ont introduit Madame Hydra. Carter est revenu. Elle est quand même devenue une super méchante. US Agent, est-ce qu'il va être dans Captain America 4? Oh, ben, c'est parce que veut pas, ils n'ont pas dit qu'il va y avoir une deuxième saison de Falcon. Ils ont annoncé Captain America 4 en étant la suite. Donc, si tu te lances dans Captain America 4 puis Wyatt Russell revient en US Agent, tu as Carter qui est là pour Breaker, tu as Madame Hydra qui se pointe là-dedans. Tu sais, t'as bien beau dire que oui, que le Falcon avec son costume blanc et bleu puis qu'il a bouclier, tu fais comme ah, c'était évident, je l'avais vu dans Endgame. Il manque 3-4 personnages que tu n'as pas vu évoluer là-dedans. Effectivement, tu as 3-4 personnages que tu n'as pas vus. Là. Ce qui n'est pas le cas de WandaVision, à part peut-être Agatha Harkness si elle revient éventuellement. Ben, elle, possiblement qu'elle ne reviendra pas, là, mais c'est ça, c'est parce que là, il y a une implication qui est plus importante, mais ça, c'est pas le problème, comme on dit. Encore une fois, c'est l'écriture, parce que même dans le dernier épisode, les séquences d'action de Sam Wilson, du Falcon en Captain America, ça n'a juste pas de bon sens, c'est tellement incroyable. Là. Tout ce qu'il fait pendant 42 minutes, là, ça n'a juste pas de bon sens. Puis c'est là qu'il est plate parce qu'il t'éclipse Bucky, là, mais pas juste un peu. Là. Bucky arrête d'exister. Et ils ont tellement axé sur les séquences d'action que la rouquine terroriste, là, à un moment donné, tu perds le focus. Même les autres ne savent même plus pourquoi il existe. Exact. Puis ils sont même plus capables de l'expliquer. Là. Parce que c'est le même problème de son personnage, parce que c'est l'actrice qui jouait dans Solo. Oui. Elle a un personnage qui ressemble beaucoup à ce qu'elle jouait dans Solo, oui. Qui a l'impression d'être opprimée, puis tout. Puis ils l'ont échappé de la même manière. Genre, elle ne réussit pas à être attachante, ni une bonne vilaine. Puis au final, c'est ça, ça tombe à plat. Puis parce que dans Solo, en plus, ça avait... Je t'écoute parler, j'en ai que t'aurais-tu écouté Pitch Meeting? Oui, dans Pitch Meeting, ils en ont parlé, oui. Ryan Jones, c'est exactement ça qu'il a dit. C'est le même personnage qui tombe plate à la fin. Parce que l'affaire de ce personnage-là dans Solo, en plus, si ma mémoire est bonne, Alan, tu vas peut-être pouvoir me rapplomber là-dessus, mais c'était pas. Il l'avait réécrit en cours du film, je pense. Il avait changé un peu. Oui, elle est aussi grande que Woody Harrelson. Ben oui, c'est ça. La bataille du train est aussi grande que les autres acteurs, puis à un moment donné, tu te rends compte que genre, c'est une petite fille de 4 pieds 3. Ah oui, tu sais, le gars qui se battait, il était plus gros et plus grand que Woody Harrelson. Woody Harrelson, il est reconnu pour faire 4 pieds 8, 9, je me trompe pas. Oh oui, facile, hein, il fait 4 et 9. 4-9, Woody Harrelson, il est comme Sylvester Stallone, il met des talons hauts pour paraître plus grand à l'écran. Mais c'est parce que ça n'a pas de bon sens, parce que tu te rends bien compte à la fin que soit c'est pas le même personnage, soit ils ont changé d'idée en cours de route, puis on sait que Solo, ça a été un peu un mess, là, c'était un peu tout croche, là, mais quand tu arrives à la fin avec ce personnage-là, quand tu te rends compte que c'est elle qui a payé pour la rébellion, là, grâce à son gaz ou un affaire de même, ça n'a pas de bon sens. C'est tellement mauvais. Puis il y a aussi le problème, puis tu sais, ça, c'est ce qui me gosse le plus. L'épisode se termine. En tout cas, il y a comme un gros speech de Sam Wilson qui vient de libérer les gens du gouvernement. Puis là, il les sermonne sur le fait que c'est pas correct comment ils ont géré l'après-blip. Puis là, ben, c'est pour ça qu'il y a il faut pas appeler ça des terroristes, mais c'est pour ça qu'il y a des réactions négatives, puis des gens qui se soulèvent. Puis tu sais, c'est comme. Là, c'est vraiment du gros dîner. Là. C'est sweet. Là, ça dit aux méchants politiciens corrompus qui font mal, qui font pas assez bien. Mais il y en a un qui dit ouais, mais qu'est-ce qu'on ferait? Puis là, ben, faites mieux, c'est votre responsabilité. Ouais, mais tu sais, y a-tu quelqu'un qui peut s'asseoir 2 secondes et dire hey, tu vas faire quoi, toi, Falcon? Je veux dire,
c'est un esti de problème, là, la moitié de la population qui revient d'un coup sec 5 ans plus tard. Puis c'est pas vrai que c'est facile comme solution. Ouais, mais est-ce que Le Falcon. gouvernement, il Non, prend mais pas de c'est parce décision pour que chaque personne. c'est parce que le gouvernement a fait 2-3 gaffes. Ils ont fait des semi-camps de concentration qui ont fait Ouais. finalement, ils ont eu une réponse armée à un problème qui était humain. Puis je pense que c'est ce que Sam Wilson a fait. Il fait comme vous traitez de terroristes, ceux-là qui vous attaquent avec des armes, mais à cause du blip, vous avez rentré du monde armé contrôler ce qui s'est passé ailleurs. Fait comme Mais est-ce que Sam Wilson est arrivé, il s'est assis à sa table et il a fait bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire qu'on a 5200 personnes qui sont réapparues. Et, Monsieur Wilson, combien coûte un appartement à bon, New York? j'aimerais vous Ça dire, là, commence autour à de New 400 York, là, un appartement, on doit avoir ça autour de 200-300 $ à 8 dedans. je voudrais vous dire, pour ceux qui sont revenus que leur femme s'est remariée, on a un projet de loi pour la polygamie. Non, On y a va pas de régler le problème. Il n'y a pas de problème. Là. Notre ami Bucky ici là, va vous aider. Là. On va l'envoyer. Mais non, mais écoute. Lucky, avez-vous des attentes ou pas? Hey, j'ai hâte de savoir pourquoi TVA était là-dedans, là, puis on va voir Pierre-Carl Pelado, là, sinon... Dans Lucky? c'est parce qu'il y a TVA là-dedans, c'est l'organisation, ils travaillent pour Je ne sais pas TVA. comment ça s'appelle, là, mais le logo, ça ressemble tellement à TVA. Là. Oui, je sais de quoi tu parles. Ça en est choquant. Mais avez-vous des attentes un peu? Non. Moi, je trouve que c'est celui qui m'intéressait le plus, moi. Tom Hiddleston, il est drôle, il fait un look, il est le fun. Fait que j'imagine que le show va tenir beaucoup sur ses épaules. Moi, je suis curieux. Par contre, avec les 2 shows que je viens d'avoir, mes attentes sont comme ça va être popcorn, ça va être comme l'univers Marvel. Là. Et puis, est-ce que ça va finir comme WandaVision ou ce que c'est, ça va être dans le trait éclaté, puis quand ça va finir ça, ça va faire OK, c'est parce que ça. Tu m'aurais expliqué ça en 5 minutes, puis j'aurais pas eu besoin de me taper 10 heures. Là. Ah, WandaVision, ils ont voulu être audacieux, puis ils se sont fait ramener le nez dans leur caca. Là. C'est comme genre, je commence à dire, j'ai rien contre le côté artistique de WandaVision, mais sauf que pour qu'est-ce que ça a apporté en 9 heures, là, c'est... Non, c'est ça. Ils se sont ramenés. Il y avait 3 minutes de contenu. Ils se sont fait dire, tu peux pas aller là, on revient ici. Ce qui est un peu dommage. On aurait dû les laisser s'éclater, honnêtement. Là, c'est ce qui fait peur avec Loki à partir de là. Ben, effectivement. Parce que vu qu'ils vont travailler sur du monde qui contrôle comme le multivers, où c'est qu'ils vont aller, puis à quel point ils vont ramener ça quelque part. Effectivement. Hey, Invincible. Ah, mais parlant justement de WandaVision, puis tantôt je parlais de Ryan George, Ish aussi, qui font comme comment ça aurait dû finir. Hein? Ils en ont fait un pour WandaVision, et je dirais qu'au début, que c'est en noir et blanc, puis que le boss vient souper, puis il s'étouffe, là. Hein? Première chose que tu vois, c'est Dr. Strange arrivé, fait comme, oh, minute, là, c'est pas correct ce que tu fais. Ça arrête là. Fini. Ça aurait effectivement pu terminer comme ça. Ouais, parce que lui, normalement, il aurait dû se rendre compte qu'il y a une ville qui était payée d'un ex, puis se pointer là en faisant mais il était occupé. Ils vont peut-être l'expliquer qu'il est en train de... Parce que d'habitude, quand Dr. Strange intervient pas dans ce serveur-là, c'est parce qu'il est payé d'une autre dimension, puis il y a un démon qui est en train de le tuer. Ben, c'est ça, là, il était probablement occupé. Donne-lui une chance. Invincible, Robert Kirkman, animation sur Amazon Prime, terminé avec le 8e épisode vendredi. 8e, c'est bien ça? Oui. Ouais. On savait toutes et tous, ceux qui avaient lu la bande dessinée, comment ça allait terminer. On le savait. Ouais. Là, on va mettre un timestamp. Là, il va y avoir beaucoup de spoil. Là. Martin, tu prendras une note qu'on va finir de parler, puis tu mettras ça dans notre sujet. Quand on commence à parler d'Invincible, si vous voulez pas de spoil, repartez à telle minute après. Oui. Parce que là, on est à 41 minutes, puis après ça, je noterai quand est-ce qu'on part de là. Parce que oui, pour ceux qui n'ont pas écouté la série, ça risque d'être des très, très, très gros spoils. Puis avant d'embarquer dans le vif, on va y aller avec la maudite bonne nouvelle. Ils ont annoncé saison 2 puis saison 3 en même temps. Ça, c'est du génie. Et ça, c'est travailler comme il travaillait, Universal a travaillé avec Voltron. Dans le fond, des fois, c'était des saisons qui étaient un peu plus courtes, mais qui sortaient à des intervalles qui étaient plus courts aussi parce qu'ils étaient travaillés en même temps. Tu penses que ça va être ça qu'on va avoir? Ça va prendre plus de temps avant qu'on aille la saison 2, mais 2 et 3 vont être pas nécessairement collés, mais je pense qu'ils veulent éviter d'avoir des grands laps parce qu'ils attendaient de voir ça à l'époque. OK. Bon, je disais, on savait tous comment ça allait se terminer, mais ils m'ont eu pareil. Ouais, mais c'est pas grave. On va parler un petit peu du 7e épisode, l'épisode d'avant-après, qui s'appelait Il faut qu'on parle. Mm-hmm. Donc, on savait déjà comment le 7e épisode allait finir, mais... je sais que vous avez parlé, que tu avais trouvé qu'il y a des éléments qui étaient arrivés trop vite. Mais as-tu compris pourquoi dans le 7e épisode, ils ont fait arriver plus vite? Ben, je reste en désaccord avec la façon dont ils ont géré Nolan.
Je pense que l'épisode 8 aurait été tout aussi efficace si on s'était pas douté tout le long de la saison que c'est lui. C'est au contraire, si on va en parler dans l'épisode 8, je pense que J.K. Simmons a réussi à donner un côté beaucoup plus humain à son personnage lors de ses dialogues pendant le 8e épisode, qui fait que ça le rendait encore plus intéressant parce que vu que tu savais que c'était le vilain, la façon que le vilain qui a été joué, ça a rajouté une couche de profondeur au personnage. Peut-être, mais je reste avec moi, j'aimais beaucoup la façon dont ça se passait dans le comic. Ça avait été un shocker que je peux pas comparer à rien d'autre. Moi, je l'ai pas vécu, le Darth Vader, je suis ton père. Là. Moi, je l'ai pas vécu cette époque-là. C'était presque évident du début que c'était lui le vilain, mais... Dans le comic, man, c'est pas évident. C'est vraiment pas évident. En fait, dans le comic, à l'époque, il y a ça aussi, c'est que la série décollée au début des années 2000, le monde et le comic n'étaient pas où il est aujourd'hui. La révélation puis le punch à ce moment-là a tapé beaucoup plus fort. Je suis pas sûr qu'aujourd'hui, si la série redécollait, probablement que le monde le verrait venir plus vite. Là. Moi, je l'ai lu cette année puis je l'ai pas vu venir. Je l'ai pas vu venir du tout. Traitez-moi d'imbécile. Ah ouais, tu t'es fait avoir. Moi, je m'étais fait complètement, avoir aussi. complètement. Ça fait longtemps que j'ai lu ça. Je sais pas. C'était ça qui était assez fort pour tout faire ça, mais bon. Non, mais je veux dire, c'est parce qu'Alan, ça se passe dans un gauge de genre 8 pages. Là. Il tue les Guardians, puis c'est 4 pages après que tu sais que c'est lui. Ouais, fait que t'as pas le temps de le digérer. T'as pas le temps de te dire hey, qui a été assez fort pour faire ça. Ça va trop vite pour faire ce que Debbie fait dans la série télé. Tu t'as pas le temps de... Allô? Martin, je l'ai. Ben oui, mais mon ordi a fermé. Allô? En tout cas, on t'entend encore parler, Martin. Ça, c'est pas ça qui est on m'entend, mais j'ai plus d'écran. Mais c'est pas grave, tu continues à enregistrer quand même. C'est pas grave, les vidéos, on n'enregistre pas de vidéos, Martin. Oui, effectivement. Mais donc, tout ça pour dire que, tu sais, tout le cheminement qu'elle fait, puis que tu es supposé comme faire en parallèle, ben, dans le comic, tu n'as pas le temps de faire ça. Fait que j'étais quand même, tu sais, moi, ça m'avait surpris. Maintenant, ils ont pris le choix d'aller dans cette direction-là. Puis quand tu écoutes le 8e épisode, effectivement que ça se tient, tu sais, je veux dire, c'est une décision qu'ils ont prise. Fait que c'est correct, là, puis ça se tient, là, c'est superbe. Mais je dirais que les deux s'équivaut, en fait, là, ça me dérange pas plus qu'il faut, là. Fait que dans le fond, que, tu sais, ce soit pas pareil au comic, ça me dérange pas tant, mais tu sais, je trouve que les deux façons se vaut. Eux autres, ils ont choisi ça pour la télé. Puis, regarde, je regarde ma blonde qui a jamais lu les comics, puis je le regardais réagir, puis ça a fonctionné. Puis moi, je repensais à quand je lisais le comic, puis ça fonctionnait aussi. Fait que, tu sais, rendu là, c'est un choix éditorial de est-ce qu'on y va. Puis ils ont choisi ça. Mais moi, je parlais surtout pour l'approche de Sinclair, puis la vitesse qu'ils l'ont présentée, parce que dans le fond, il y avait besoin de ça pour la préface à la finale. Pour teaser finalement ce qui s'en venait, là. Effectivement, parce qu'avec Marc qui était comme en questionnement sur lui-même puis qui était voir Atom Eve, tout ça, c'est des trucs qui arrivent beaucoup, beaucoup, beaucoup plus rapidement. Là. Mm-hmm. Mais Kirkman, souvent, c'est un gars qui il prévoit ses arcs, mais il écrit dans le moment, puis il est bon pour garder comme des notes mentales. Ah, ça, je vais ramener ça. Par contre, à toutes les fois qu'il revient sur ses univers, puis avec Walking Dead, ça avait été ça beaucoup dans la série télé, il disait « Je veux éviter qu'on fasse ça, je l'effacerais, ça, je veux que ça aille plus vite. » Il aime ça retravailler sur ses œuvres. Puis j'ai l'impression que dans le show aussi, là, il y a des éléments, comme Sinclair probablement qui est... il a dû trouver là, que sur la longueur de la série au complet, parfois, il y a des personnages que tu ne vois pas beaucoup pendant 20 numéros, puis à un moment donné, bang, ils reviennent. Puis tu peux pas faire ça vraiment avec un show télé, surtout quand c'était passé de même. Fait que probablement qu'il s'est dit, il y a des éléments où il faut que ça aille plus vite, puis qu'on apporte la conclusion plus rapidement, ou du moins qu'on raconte quelque chose d'autre en attendant pour pas perdre l'intérêt. C'est sûr que le pacing d'une série télé puis le pacing d'un comic, c'est pas la même chose. Là. Effectivement, parce que tu sais où ce que tu commences, mais tu sais aussi ce que ta première saison va finir. Là, tu sais que tu vas finir entre l'affrontement entre le fils et le père, mais pour arriver là, tu as besoin d'avoir Cyborg qui va voir les clones pour réussir à avoir son clone, mais en même temps, c'est lui qui donne le collier qui permet de refaire Immortal. Donc, ça, Immortal est important pour le combat d'avant. Pour le reveal. T'as Sinclair qui est là pour avoir son armée d'hommes robots cyborg, et s'il n'est pas là, ben, il manque un gros problème pour Cécile et son armée pour le post-Nolan. C'est que il faut que tu commences la série tranquillement en présentant tes personnages, mais après, tu te ramasses avec 2-3 épisodes que tu fais comme j'ai tout ça présenté là. Mais parlons-en, par exemple. Le combat Nolan et Mark est beaucoup plus intéressant dans la série télé. Oui.
le payoff qui souvent, en page de comics, sont juste du page-turner, là, tu sais, genre « Wow, les images sont belles », c'est devenu émotif dans la série télé. Et on dirait que je ne peux pas m'empêcher de croire qu'ils ont fait un clin d'œil à Man of Steel, mais quand ils se battent dans ville... Moi, la scène du métro, là, je suis allé vérifier. Moi, ce que j'aime, tu avais tellement hâte là, que tu as sauté en complet d'affaires. Tu sais, c'est parce que même avant que le combat commence, quand justement Immortal se pointe, puis la fin de la 7e, quand Nolan, pourtant que son fils qui était là, Marc en train de l'aider à battre l'espèce de gros Cthulhu qui était là, il pogne Immortal, il passe son poing de bord à bord, puis il déchire d'en face de son fils. Ouais, comme dans le comic. Pareil. Comme dans le comic, mais c'était vraiment intense à voir là. Puis tu sais, c'est vraiment voir Marc qui arrive devant son père, qui est plein de sang, qui a les mains rouges avec Immortal qui tombe en deux, puis qui fait comme We need to talk. Il faut qu'on parle. Ouais, puis ça aurait très bien pu être, tu sais, Nolan qui dit il faut qu'on se sauve, genre, le gouvernement sont contre nous autres, ou ben je vais t'expliquer plus tard, mais le personnage, tu sais, il a son côté super naïf puis pur de Mark. Tu sais, tout de suite, il fait comme non, faut qu'on parle, oui, mais c'est clair que t'es possédé. Ouais, t'es contrôlé. Il saute dessus, puis exact, c'est ça. Il dit il y a quelque chose qui, tu sais, c'est pas mon père qui est là. Et quand il lui raconte l'histoire des Viltrumites et qui est en passant fidèle au comique, sauf que je me souvenais plus, par exemple, Jean-Luc, tu peux peut-être me remémorer. L'histoire qu'ils se sont fait avoir par un virus, c'était pas tout de suite raconté, ça, c'est plus tard qu'il l'apprend. C'est plus tard, oui. OK, parce que là, on a vraiment l'impression qu'ils sont encore des millions, là, qu'ils sont encore des milliers, mais en vérité, ils sont pas tant que ça, là. Ils ont comme évoqué le fait que... Ben c'est ça, parce qu'il ne veut pas paraître faible. Je pense que Nolan n'est même pas encore au courant à ce moment-là. Mais il amène ça du côté... notre armée a pris l'expansion, mais pendant ce temps-là, on s'est comme ramolli un petit peu dans nos centres. Puis là, on a changé de stratégie. Et quand il dit qu'il faut qu'il prépare le monde, tout, puis l'abatteur, tu sais, moi, l'abatteur, ça m'a jeté à terre. Là. Honnêtement, ça m'a... la séquence du métro, je suis allé voir dans BD, c'était là. Puis c'est une cause, là. Ouais, c'est tout trop rapide. Parce que, justement, c'est parce que t'as Marc qui essaie de convaincre son père qu'il est possédé, puis son père, il fait comprendre que non, il l'est pas, puis son père décide de lui montrer la faiblesse de l'humain, puis à quel point c'était insignifiant, en tuant plein d'humains devant son fils. Bon, allez, c'est ça, puis t'as Marc qui fait comme, non, père, je comprends pas, là, il faut sauver, on est là pour sauver des humains, il fait comme, il faut que je te montre de quoi. Il donne un bon coup de poing d'en face, ça fait que Marc part, puis il s'écrase dans Chicago. Et en se plantant à terre, ben, il tue beaucoup, beaucoup de monde. Il essaie de sauver un building qui a pété en deux, mais il tue tout le monde dedans parce qu'il ne peut rien faire. Et c'est là que son père arrive et fait comme je vais te montrer la fragilité d'un humain. Et je te parle de la passe du métro. Il pogne Marc, il le tient par la tête, puis il fait bloquer. Il fait couper un métro en deux avec la face de Marc. Donc, les 150 personnes dans le métro s'éclatent en morceaux dans la face de Marc. Et je me rappelle, là, on dirait que le temps est comme gelé. Sur le coup, tu fais comme ça ne fera rien, le métro. À la limite, il va passer à travers. Puis là, tu comprends comme en même temps qu'il lève la tête. Oh shit, non, le métro va se péter, puis les gens vont mourir. Puis, non, il te laisse à travers. Tu vois le métro se couper en deux, tu vois les corps arriver puis s'éclater contre Marc. Rien que le chauffeur, quand il rentre, là, puis que le métro ouvre en deux, puis le chauffeur fait rien qu'une culbute, puis il rebonne en avant, là, tu fais comme ça va mal virer. Puis là, tout le monde qui se fait éclater. Mais c'est comme toutes ces batailles épiques que tu as vues dans des films de super-héros où il y avait peu ou pas de conséquences sur les humains. Et là, ce n'est que ça. On te montre que ça. Hey, la madame que le bras il arrache, là. Mais moi, là, ça mène à une petite scène, c'est vraiment court, mais j'ai tellement trouvé ça brillant parce que, tu sais, Nolan, il fait comme son discours de « je veux te faire comprendre que les humains sont insignifiants », mais tu sais, c'est pas rien parce qu'il est evil puis qu'il nous vaut du mal. Il explique. Là, ton âge va commencer à ralentir. Tu vas vivre des milliers d'années. Eux autres, là, ils font entre 50 et 100 ans. Là. Tu vas voir tout le monde que tu connais mourir. Tu sais, là, c'est comme le concept presque de l'immortalité qu'il apporte. Puis là, tu fais comme... C'est quoi notre référent? Nous autres, c'est comme ça qu'on voit les insectes un peu. Puis après la bataille dans la ville, il y a comme un corps qui reste, puis quelqu'un qui se débat, qui est en dessous d'une roche. Là. Puis Nolan, il met son pied, puis il l'éclate, puis ça fait splotch. Puis genre, le corps éclate, puis rien que le bras qui envole, comme on fait avec genre des fourmis. Puis là tu sais, c'est comme ça vient de puncher à ce moment-là. Pour Nolan, la Terre, c'est pas des vies. C'est pas une race qu'il respecte. Pour lui, c'est un peu comme des insectes. Il voit ça brûler, ça veut rien dire. Sauf que là vient le génie de cette série-là, cette superbe scène de Nolan au match de baseball.
Oui, effectivement, parce que tu as Marc qui rappelle, fait comme, mais c'est impossible, tu peux pas passer ta vie ici à sauver des humains sans avoir appris quelque chose. Et là, il se rappelle le match de baseball que son fils était jeune et une leçon de vie que justement, où là, que tu vois la profondeur du personnage de Debbie, qu'on va développer beaucoup, beaucoup plus tard, que elle savait qu'elle avait marié un gars qui n'avait pas de sentiments, qui était un extraterrestre, mais qu'elle voulait montrer c'était quoi être un humain. C'est une superbe de belle scène. Et ça nous amène. Puis, tu sais, moi, je l'ai trouvée belle, mais je n'ai pas trouvé qu'elle servait tant que ça, le propos, parce que c'est tellement bien résumé quand il vient de l'écraser à terre, puis il dit, tu sais, ils vont mourir, ta mère va mourir, tu vas le voir, tout le monde mourir, ça va être futile. C'est qui va te rester quand ils vont être morts. Puis il dit, I still have you, Dad. Tu sais, toi, tu vas être encore là. Puis c'est là que Nolan, là, ça y rentre. Là. On a tout le temps vu, tu sais, qu'il l'aime, qu'il doute un petit peu. Tu sais, des fois, c'est rien que son sourcil qui va bouger. Il sent qu'il y a quelque chose, mais cette phrase-là, c'est comme là que ça y rentre. Puis il faut se rappeler que, puis là, méga spoiler, il faut se rappeler aussi que plus tard dans la série, on se rend compte que les Viltrumites cherchaient une façon aussi de procréer, puis de trouver une espèce qui allait donner le plus proche de ce qu'ils sont. Effectivement, puis Nolan le dit aussi à Marc pendant le combat, il fait comme t'es presque pur Viltrumite. T'es presque pur. Oui, t'es presque pur, puis il lui dit, tu sais, c'est pour ça qu'il perd, il perd son temps. C'est pour ça qu'il prend, tu sais, il lui dit, j'attendais de savoir, tu sais, vu que c'est tellement pas long une vie d'humain, ça me dérangeait pas d'attendre de savoir si t'avais des pouvoirs. Puis quand ça se déclenche, c'est là que dans sa tête, il se rappelle que, OK, là, j'ai une mission, c'est fait, mon fils a les mêmes pouvoirs que moi ou à peu près les mêmes pouvoirs que moi. Donc, go, on clenche, puis en plus, on va être deux. Et c'est pas ça qui se passe, là. Non, son fils lui rappelle là, que c'est quoi être humain, là. Et Cécile, dans cet épisode-là, est génial aussi, là. Oui. Il est vraiment parce que génial. Lui aussi, il y a un gros arc, Cécile, puis son organisation, puis ce qui va le lier avec Marc, puis comment ils vont grandir là-dedans. C'est super important. Puis je trouve qu'ils l'ont mieux géré aussi que la BD. Tu le sens, ce côté-là, la puissance, le fait qu'il y a des fonds infinis, mais qu'il y a un côté obscur aussi. Il y a des affaires qui sont cachées. Rien que la salle blanche. Ah, ça, c'est génial, ça. Comment se fait que je vois pas ça? Ben, tu veux aux États-Unis, tu bois de l'eau, on empoisonne de l'eau pour que plus personne voit cette couleur-là. C'est tellement bon. Il y a tellement des affaires que mais c'est parce que, tu sais, Cécile et Nolan, c'est comme, tu sais, le yin et le yang. Tu sais, je veux dire, Nolan, tu parlais des insectes tout à l'heure, puis Cécile, ben lui, c'est un insecte qui va faire n'importe quoi pour sauver la vie des insectes. Même s'il faut s'allier avec le pire des trous de cul, on va le faire. Puis on va trouver le moyen d'être sur le dessus. T'sais, on va trouver le moyen d'avoir le dessus, peu importe. Puis Sinclair, c'est un peu ça. Ça, je suis un peu content qu'il l'ait apporté plus tôt parce que rapidement, on comprend mieux Cécile. Puis quel genre de personne il est. On l'a arrêté, Marc, inquiète-toi pas, on gère ça. Puis la minute que tu te rends compte qu'il a le dos tourné, il travaille pour lui, puis il a déjà toutes ses babelles, puis go, go, go. Ah, parce qu'il savait qu'il en avait besoin. Puis ça me fait rire, on parle de ça. Puis j'avais des notifications qui sortaient un peu, ça faisait bip bip un peu partout. C'est parce que c'est mon frère qui vient de se taper à la séquence du métro, puis qui fait comme ça n'avait pas de bon sens. Mais la séquence du métro, honnêtement, moi, ça va rester imprégné, là. Oui, puis ce qui est le fun aussi, c'est que c'est dans sa bataille-là, je sais bien, avec même les gardiennes qui décident de lâcher ce que Cécile dit pour aller aider le monde qui sont blessés, parce que c'est dans cette série-là, vu qu'on l'a dit, ça dure 150 numéros, puis il y a des personnages là-dedans qu'on va suivre jusqu'à la fin, là. Puis tu vois qu'ils ont une évolution, même le douchebag, là, qui est Gambit, dans le fond, que j'ai perdu son nom, là. Rex, là, ben... Exploding Rex. Exploding Rex. C'est Rexplode. Rien qu'à la fin, de la façon que cet épisode-là finit, qu'il décide d'aller nettoyer la tache de sang. Ah, puis il dit un fuck you, man. Il dit raide, là, au gars. Mange de la marde. Mange de la marde. Si on repart à zéro pour on oublie le passé, là, c'est comme... Non, c'était un épisode qui était fort émotivement, qui était sérieusement... au début, on se demandait ça allait prendre combien de temps avec les acteurs sur le voice acting, allaient trouver leur pacing. C'est M. Jim Chung qui fait la voix de Mark, puis J.K. Simmons pendant la bataille. Stephen Young. OK, c'est Stephen Chung. Parce que c'est pas loin, ça sonnait en Young. Sérieusement, les deux étaient sacrés. Ils sont sur la coche. Ils sont vraiment sur la coche. Puis, quelle bonne idée de finir ça avec Alan the Alien, Mark qui regarde la planète puis qui dit, bon, ben, what now, tu sais? Et là, il te décolle un riff de musique, là, avec tout ce qui s'en vient. Là. Tout ce qui s'en vient, oui. Tous les clins d'œil là, sur toutes les invasions qui vont s'en venir. Là. Tout ce qui manquait, c'est Freddie Mercury. Ah, vraiment, là. Vraiment. Ça, là, il nous le garde. C'est ça, il se le garde. Mais moi, j'ai tellement trouvé ça cool parce que, tu sais, c'est gros, puis c'est vraiment...
genre, c'est troublant ce qui se passe pendant l'épisode, mais ça donne tellement une belle finale qui est aussi à l'image de la série. Genre que, tu sais, c'est à la fois humain, c'est sweet, il y a des affaires drôles, mais en même temps, c'est gore, ça traite avec des aspects très noirs de l'humain aussi. Puis il y a le côté, c'est une série de super-héros qui se passe sur Terre. On voit des super-héros qui ont des pouvoirs bien basiques, mais il y a aussi le côté intergalactique qu'on voit souvent chez DC puis Marvel. Puis Marc passe même un commentaire là-dessus. Il dit shit que j'ai eu une grosse journée puis une grosse semaine, mais là, il parle avec Alan Alien, puis il dit le fait que tu me parles de ça, puis des galaxies, puis des mondes en guerre, ça me fait me rendre compte que c'est pas grand-chose la Terre dans l'immensité de tout. Puis la série va amener ce concept-là aussi, là, plus loin. Il se passe des affaires partout dans la galaxie, puis ça devient très gros, mais ils perdent jamais le côté humain puis terrestre. Puis ma blonde... Macro, même justement, les derniers mots de cet épisode-là, puis que tu dis que tu regardais le côté terre-à-terre, justement, t'as Hélène Delian qui vient y parler, tu veux-tu joindre la collision intergalactique pour battre les Voltromètres? T'es-tu prêt à faire ça? Puis t'as Marc qui dit je pense que je vais aller finir mon secondaire avant. Ouais, je veux finir, je vais avoir mon diplôme. Et l'espèce de riff de musique avec tout ce qui s'en vient, pour ma blonde, ça a été comme OK, ils n'ont pas fini de m'en mettre plein la gueule. Là. Ça, c'était un punch, mais il y a un paquet d'autres affaires qui arrêtent. Il y a un paquet d'autres petites histoires. Tu parles de The Hive. Oui, The Hive. Et il y a comme plein de trucs qui s'en viennent, là, puis on voit juste des glimpses. Puis là, je faisais comme ah oui, ça c'est bon. Ah oui, c'est vrai. On n'a pas vu le dos de multidimension encore, là. Non, d'après moi, il va être ça va être un gros feature, moment de la saison 2. Ça, oh oui, tu sais, lui, c'est cool, là, dans la façon dont il revient quelques fois dans la série, puis quand on s'en va dans l'interdimension, puis qu'il y a des marques, des versions de marques un peu partout, puis oui, c'est du génie, ça, là. Mais il y a quelque chose qu'ils ont fait dans la série qui va nous empêcher d'avoir une de mes jokes préférées. Quoi? Mais tu sais, je comprends pourquoi ils ont fait ça, parce que dans la série, tu sais, Cécile, il se téléporte constamment. Oui. Mais dans BD, c'est quand même plutôt rare. Puis à un moment donné, il y a une référence à ça. Ils font comme pourquoi tu ne te téléportes pas? Il dit quand je me téléporte, ça coûte genre 100 milliards de dollars au gouvernement. Fait que tu fais comme comprendre, OK, shit, quand il va le faire. Là. À toutes les fois qu'il le fait, ça coûte genre vraiment trop cher pour rien. Non, c'est bon. Puis honnêtement, j'ai hâte de voir la deuxième saison. J'espère vous avez parlé du gap de temps entre les deux. J'espère que ça sera pas trop long, t'sais. Parce que là, ma blonde, elle a accroché solide. Là, hâte de voir la suite. Ce type d'animation-là, en général, c'est pas trop long parce que je conseille à comparer toujours ça à Voltron parce que c'est le même type d'animation. Donc, tu sais, tu as des backgrounds qui sont fixes, tu as beaucoup CGI sur bien des aspects. Donc, ils ont sorti les 6 ou 7 saisons. Ça a pris moins de 3 ans. Là. OK. Hey, salutations à tous ceux qui sont revenus se joindre à nous pour parler de Mortal Kombat cette fois-là. Parce que, bon, si vous n'aviez pas écouté encore le dernier épisode, vous avez peut-être skippé ce bout-là. Vous reviendrez, par exemple, là, à la 41e minute quand on se met à parler d'Invincible une fois que vous aurez vu le dernier épisode. Et si vous n'avez pas vu Mortal Kombat, ben là, faut que vous arrêtiez encore. Ah, mais il n'y a pas grand-chose à spoiler. Il y a du monde qui éclate en sang. Il y a des trips un peu partout. Puis on essaye encore de comprendre Cole Young. Mais ça, on va en parler. Qu'est-ce qu'on en a pensé? Une superbe ouverture. Un milieu qu'on fait what the fuck et une finale qui est intéressante, mais encore une fois avec quelques faiblesses. Sauf que je vais partir en parlant qu'on pensait que c'est un film de 100 millions. Je me suis rendu compte que c'est un film de 55 millions. Donc, on a compris pourquoi il y avait 4 locations pendant le tournage à partir de ce moment-là. Puis c'est ça. 4 locations. Et c'est probablement la raison aussi pourquoi il n'y a pas de tournoi. Là. Parce que c'est un film d'un tournoi, pas de tournoi. Là. Ben, c'est parce que c'est un film qui sonne comme une prequel. Mm-hmm. Parce que tu as Shang-Tsung qui va empêcher le tournoi d'arriver, puis tu te rends compte à la fin du film qu'il n'a pas réussi à l'empêcher d'arriver, ben, tu sais, le Royaume de la Terre n'a pas gagné, puis Shao Kahn ne s'est pas encore pointé, donc il manque le tournoi encore. Ben, c'est ça, là, le tournoi, ce qui devrait être le principal, l'histoire, dans le fond, c'est quasiment un pitch de vente qu'ils nous ont fait. Regardez ce qu'on peut faire avec les personnages, voici à quoi ressembleraient les combats, maintenant, êtes-vous intéressé à avoir une suite? L'acteur qui joue Sub-Zero a signé un contrat de 5 films. Donc, oui, c'est vraiment un gros prequel, puis c'est un pitch de vente. Ils ont bâti une histoire pour que ça coûte le moins cher possible, en espérant que ça marche. Ben, on va se le dire, là, ça commence avec un combat, puis honnêtement,
Il y en a plusieurs. Ça commence avec le moment fort. Ouais, il y en a plusieurs qui ont été déçus par les combats. Moi, je les ai trouvés quand même cool, honnêtement. Le premier combat, je l'ai trouvé super cool. Qui présente la rivalité entre Hanzo Hasashi puis Bi-Han, donc la guerre ancestrale qu'il y a entre le Shirai Ryu et le Lin Kuei, si je ne me trompe pas, donc le clan de Scorpion et le clan de Sub-Zero. C'est bon, donc, c'est correct, oui, c'est très bien. Puis c'était une belle bataille. On a vu comment Scorpion a perdu sa famille, même ça fait plus ou moins partie du lore de Mortal Kombat. Mais c'était un beau combat pour montrer la rivalité entre les deux, expliquer pourquoi que Scorpion était un revenant, et surtout pour nous montrer où c'est qu'on s'en est dans la violence, avec du monde qui rentre avec des katanas et du monde qui éclate en morceaux. Ah, et puis son fameux petit couteau qu'il envoie avec la chaîne, là, quand il se bat avec ça, c'est génial. Ah, c'est génial, la façon dont il se bat avec, les séquences qu'ils ont fait. Là, les 10 premières minutes, c'est le point fort du film, puis c'est ce qui nous présente qu'est-ce que ce réalisateur-là peut faire. Oui, parce que le reste du film, c'est une chance que Keno est là. Ouais. Kano, l'acteur qui joue Luda, il y a eu un mime qui a fait une joke aussi là-dessus qui parlait de l'acteur qui était rentré à l'hôpital pour des gros problèmes de douleur au dos parce qu'il a supporté le film au grand complet sur ses épaules. C'est pas mal ça, en fait. C'est pas mal ça. Maudit que c'est... En tout cas, c'est pauvrement écrit. Puis je comprends pas pourquoi ils ont décidé de mettre Cole Young comme personnage principal. Ben oui, je le comprends. Je le sais que c'est supposé être le personnage humain, qu'on s'identifie à lui, puis on comprend cet univers-là. C'est pas compliqué à comprendre. Moi, j'ai trouvé ça déstabilisant quand on voit Liu Kang arriver, puis habituellement, dans les jeux, en tout cas dans les premiers, puis dans les films, c'est comme lui notre référent, c'est lui le héros. Puis là, c'est comme un side caractère at best. Moi, ça m'a fait de quoi? Parce que j'ai toujours eu l'impression, moi, comme toi, peut-être parce que j'ai arrêté, j'ai pas joué au dernier jeu, mais de l'époque où moi, j'écoutais beaucoup Mortal Kombat, où je jouais à Mortal Kombat, Liu Kang, c'était, avec Johnny Cage, je pense, les deux grosses figures de ce jeu-là. Ouais, les représentants de la chair. Sauf que c'est des personnages qui sont trop forts, puis qui gagnent de l'importance, sauf qu'en même temps, moi, Cole Young, vous connaissez un petit peu moins la franchise, il me rappelle un petit peu Takeda, qui est un personnage qui est apparu dans Mortal Kombat 10, puis que même dans Mortal Kombat 11, on n'a même pas revu par rapport à 15 secondes. C'est un combattant d'élite qui est entraîné par le Shirai Ryu, qui est évidemment devenu un des derniers scorpions, là, donc un des derniers représentants de cette gang-là. Il ressemble un petit peu à ça. Même son costume, il donne des références, sauf que il a été travaillé pour devenir le futur Scorpion, mais l'objectif, je pense, de rentrer un nouveau personnage qui est un man c'était être le point central qui allait nous guider pour notre référent à nous, pour voir le tournoi, puis qu'est-ce qui est arrivé. Mais je pense que c'était aussi un buffer de sécurité pour ne pas brûler un personnage important de la série, parce que mettons qu'il aurait mis Johnny Cage à la place de ça, puis il aurait brûlé le personnage en le mettant là. Ouais. Je pense que ce qu'ils ont fait avec Johnny Cage, le hypé pour le deuxième, est une meilleure idée qu'avoir pris un personnage qui était important, clé de la série, puis le brûler. C'est le même principe avec Liu Kang, Kung Lao, un autre. S'il aurait mis central, est-ce qu'il aurait pu brûler son personnage dans le fond, c'est ça. Dans le fond, on regarde l'univers à travers les yeux de ce gars-là, puis on brûle personne. Si le personnage se brûle, au pire, il crèvera au début du prochain tournoi. C'est ça. Puis on aura les autres qui ont déjà été introduits qui pourront prendre le pot. Mais sinon, d'ailleurs, on se calisse de sa famille. Hein? Visuellement, j'ai trouvé les scènes avec la famille. Sa famille est impervious au PTSD. Ils ont vu son père se fait importer dans des éclairs 2 fois. Il a inventé un monstre géant 4 bras devant les autres, puis ils font comme on va-tu manger des frites? Oui, puis en plus, ils sont corrects pour être glacés puis revenir à la vie sans hypothermie. Mais en même temps, la famille de Scorpions, eux autres sont morts, mais eux autres en ont des gros coups de poing. C'est correct. Tu peux dégeler. Je pense pas que personne va là pour avoir un bon scénario. Puis si tu veux voir les fights, moi, les fights, j'ai trouvé qu'ils étaient corrects, mais pour un film de combat, j'ai trouvé que les chorégraphies de combat n'étaient pas vargeuses. Par contre, il y a des scènes qui sont impressionnantes. Les kills sont cool, mais les fatalités dans Mortal Kombat, c'est comme une espèce de bonbon à la fin. C'est pas le combat ne tourne pas autour de la fatalité, c'est du combat, puis après ça, il y a des morts violentes. Mais là, on dirait qu'ils ont axé sur on va faire des fatalités. Puis il y en a une comme Kung Lao avec son chapeau. Il n'y a pas de bataille, là. Il n'y a littéralement pas de bataille. Il apprend, il lance là-dessus, puis il fait. Puis c'est comme. C'est cool, mais. En français, ça fait la joke place parce que ça a tellement mal sonné, le Flawless Victory. Le Flawless Victory. Mais elle en mange-tu une volée, elle?
Oui, mais tu sais, ben encore là, sauf que le gros problème de ce film-là, c'est pas la finale, c'est l'entre-deux où tu as Sonya Blade qui explique un petit peu qu'est-ce qui se passe avec ce monde-là, puis que ça tombe un petit peu flat, où tu as Kano qui fait des jokes pendant 20 minutes. Ils s'en vont dans le désert, tu as Liu Kang qui arrive, puis à partir de là, il commence à parler du tatou de dragon. Et j'ai été voir le film une deuxième fois au cinéma, puis la première fois, le 15 minutes où ce qui parle de l'arcana, ils disent tellement le mot souvent arcana. Je pense qu'en 15 minutes, ils doivent le dire 10 fois, c'est que ça devient comme vraiment lourd. La deuxième fois que tu vas le voir, tu es capable de passer par-dessus parce que tu as hâte, tu sais, les combats, qu'est-ce qui arrive après, c'est que tu es capable de passer, sauf que la façon qu'ils ont axé là-dessus, sans vraiment nous l'expliquer, en faisant comme ouais, mais ça, c'est l'arcana, c'est parce que vu que tu as le tatou, là, tu vas Tu as pas développé quelque des chose. pouvoirs magiques. Puis sérieusement, on n'avait pas pensé à répercussion de ça. Puis tantôt, je parlais encore de pitch meeting avec Ryan George. J'ai écouté ça de Mortal Kombat tantôt. Puis il fait comme, OK, donc le principe de base, c'est que mettons que tu as un bonhomme de 95 ans là, qui chauffe son char puis il écrase quelqu'un qui a un tatou. Il va devenir un protecteur du royaume de la Terre. Il arrive. Est-ce qu'on peut voir ce film-là? Mais l'autre question, c'est Jax, là. Oui. Si on y avait pas pété les bras, là, ça aurait été quoi son arcana? Ben, c'est parce que Jax, même dans Mortal Kombat, à la base, c'est un gars qui servait pas à grand-chose. Ouais, mais je veux dire, son arcana, c'est que ses bras deviennent en métal pour remplacer ses bras. Ouais. Mais s'il avait pas perdu ses bras, son arcana, ça aurait été quoi? Je sais pas, il y aurait peut-être eu juste ses bras auraient sauté ou... Non, peut-être que ça aurait fait des bras à la Colossus. Peut-être que l'arcana, c'est un peu comme les midi-chloriens. Ça t'aide, ouais, c'est ça. Ils vont nous l'expliquer de où ça vient et comment ça interagit. Parce que Sonia, tu sais, elle, c'est des anneaux mauves. Ouais, ils ont toute une couleur différente en plus. Sauf que ça, c'est une autre affaire aussi, parce que dans le niveau mythos des derniers jeux de Mortal Kombat, Sonya Blade est la seule combattante humaine qui n'a pas de pouvoir psionique, parce qu'à base, dans Mortal Kombat, il ne parle pas d'arcana ou de pouvoir magique. C'est juste qu'il y a certains combattants des protecteurs du Royaume de la Terre qui ont des pouvoirs psioniques, donc ils sont beaucoup, beaucoup, beaucoup plus forts que des humains normaux. Liu Kang, lui, il n'a pas vraiment d'arcana ou de pouvoir psionique. Lui, c'est juste un fucking dieu, donc c'est le dieu du feu réincarné d'une certaine façon. Donc, le fait qu'ils ont mis un arcana à Sonya Blade, c'est cheap un peu, mais en même temps, faire une technologie qui aurait fait des bracers qui tirent du psionique, je pense qu'on n'était pas là dans ces films-là. Elle devrait aller voir, la compagnie qui fait Mechagodzilla. Eux autres, ils ont de l'argent en esti. Ouais, les autres, ils sont capables de télécharger de l'énergie. Ils auraient pu en donner des bracelets. En même temps, c'est intéressant parce que tu parles de Mechagodzilla. Mortal Kombat en ce moment, c'est celui qui fait le meilleur box-office. Oui, je sais. Mais là, pour HBO, Demon Slayer l'a battu en fin de semaine. C'est quoi ça, Demon Slayer? Et ce que Demon Slayer, d'ailleurs, j'aurais dû aller au cinéma en fin de semaine à Chicoutimi rien que pour ça, parce qu'avec la pandémie, c'est la première fois qu'on a un anime japonais qui passe au cinéma de Chicoutimi. Ah ouais, ça c'est Demon cool, Slayer est en salle présentement. Ça semble être le nouveau Naruto. Là. Ah ben c'est cool ça, par exemple. C'est quand même cool. J'aimerais ça que ça vienne là, parce que si ça aurait commencé avant, là, j'aurais aimé ça qu'il y ait le Evangelion 4 qui passe au cinéma, j'aurais pu le voir, parce que ça fait 10 ans que je l'attends. Mais, tu sais, c'est pas un mauvais film, c'est plein de bonnes idées. Oui, les fatalités, c'est à la fin, c'est parce que, tu sais, surtout que Raiden, avec le fait qu'il peut pas interagir, mais interagir, c'est comme téléporter des vilains à des endroits qui peuvent se faire tuer plus facilement. Le combat contre le gros type avec la masse, j'ai perdu son nom, qui est sur le pit, où ce que, tu sais, t'es sur le fucking pit de Mortal Kombat et le dieu tombe pas en bas? Non. Tu sais, c'est le pit de Mortal Kombat. Mais tu sais, comment je pourrais dire... Tu sais, c'était correct, là. C'est exactement ce à quoi je m'attendais. Puis il y a eu quand même des beaux clins d'œil, entre autres à la jouabilité. Tu sais, là, exemple, moi je me rappelle de cette passe où ils font sauter le gars dans les airs puis ils essaient de donner une jambette, là. Ça fait comme dans le jeu, là. Tu sais, ça, j'ai fait comme, ah, wow, tu sais, quel bon flash. Le gars qui a eu le flash de ça. Ce côté-là, ils ont bien réussi le fan service. Tu sais, je veux dire, il y a des scènes où ils rentrent dans un musée, puis là, il y a une photo, puis c'est tel personnage. Oui, le double de Sub-Zero en glace. Tu sais, les techniques qui sont réutilisées par rapport au jeu, tu sais, le double de Sub-Zero, le mur dans lequel il garoche le gars. Son épée de glace. Son épée de glace. Tu sais, il y a plein de clins d'œil au jeu qui sont, tu sais, le dragon de Liu Kang. Tu sais, il y a des affaires, tu fais comme, ah oui, tu sais, c'est cool de voir. Kung Lao qui se téléporte. Ouais, mais en passant, Kung Lao, là, quand il coupe la fille en deux, c'est excessivement hot, là.
Ah, c'est affreusement violent. Mais Ah, c'est... même qu'Ajax, quand il pète la tête du gars, c'est tellement gore, ça n'a tellement pas de sens. Là. Non, c'est du génie, là. Moi, ça, j'ai fait comme wow, tu sais, c'était cool. Puis le fight Ben, c'est final ça. entre Scorpion puis Sub-Zero, c'est bien aussi, là. Oui, C'est bien oui. fait, là. Bon, Puis, tu sais, même Goro, ça a été. Ouais, le personnage a duré 15 secondes, mais encore une fois, là, 55 millions, c'est que le combat n'aurait pas pu durer 10 minutes, là, à un moment donné. Oui, il l'a tué vite, sauf que c'est la fatalité de Goro. Il n'a jamais servi à rien dans Mortal Kombat. C'est supposé d'être un grand prince, mais qui est toujours mort au début du Ouais. tournoi. Ben, je Puis, pense qu'ils sont poignés aussi avec le fait que, tu sais, dans le premier film, quand ils l'ont adapté, Goro, c'était genre une popette qui a coûté crissement cher, puis il n'était pas capable de faire se battre. Fait qu'il fallait qu'il s'en débarrasse. Là, c'est du CGI. Fait que laissez-moi vous dire que s'il aurait fallu qu'il donne des coups de poing et que ça se batte, ça aurait été lettre là, un temps, sur un moyen temps. Fait que, tu sais, ils ont fait un Godzilla avec. Là. Il est gros, il pète la chaîne à bois, puis il lance le char. Tu sais, c'est un Hulk. mais sauf que, tu sais, puis ça, c'est une ouverture, parce que s'ils font une suite à ça, tu es aussi bien de présenter un personnage comme Lady Shiva, qui est une générale de l'armée de Shokan, qui est beaucoup plus intéressante, et dans la même race que Goro, mais elle est beaucoup moins grosse. Tu sais, c'est mais, vraiment une fille. mais en même Elle temps, est un peu plus grande qu'un humain, puis elle a 4 bras, donc mais en ça se même présente temps, beaucoup mieux. mais en même temps, les gars, tu sais, je veux dire, corrigez-moi si je me trompe, mais de la façon dont ça finit, puis de la façon dont les personnages sont repris par Shang-Tsung, j'ai pas mal l'impression qu'on va les revoir, là. Ben, Ouais, c'est parce que la mort quand est il dit la mort des Kit Illusions, c'est parce qu'il faisait référence au Netherrealm. Parce que là, présentement, on a parlé du Outer World et du Royaume de la Terre, mais tu as aussi le Netherrealm qui est le Royaume des morts, où tu as souvent des personnages ressuscités qui reviennent, qui sont possédés. Exact. Comme Kung Lao, possiblement qu'il s'est fait siphonner son esprit. Il y a des fortes chances qu'il redevienne en méchant dans les prochains films, si on en a, parce que honnêtement, jusqu'à maintenant, le film est à 67 millions de box-office. Il a coûté 55 millions, sans compter ce qu'il a fait en location puis les revenus d'HBO Max. Je pense que si Warner ne fait pas le cave, là, ben, ils peuvent donner le feu vert à une des suites. Parce que honnêtement, Sauf aussi qu'ils pourront, mauvais que ça puisse l'être, c'est un beau divertissement, ouais, ce sauf film-là. Il qu'ils est le fun. pourront jamais mettre plus que 55 millions pareil. Moi, ça a été Ben, ça mon non, thinking. Là. C'est quasiment mauvais, mais c'est vraiment divertissant. vois ça comme Captain America 2 versus Captain America 2. Un, Tu sais, tu le premier Captain America, puis Captain America, ils ont doublé de budget, puis tu as vu la différence que ça. Failli passer de 55 à 110 de budget, là. Ouais. T'es pas dans le même monde, Sauf là. que si à 110 millions, leur public cible, il va encore, puis ça reste le même, puis c'est encore juste 67 millions, là, ils calent dans Ouais, sauf qu'on est en pleine pandémie, c'est tapé Ouais, 67 millions. je comprends. Puis oublie pas que le problème avec la pandémie, c'est que les films font du cash la première semaine, puis la deuxième semaine, ça drop de 76 En temps normal, un film drop de 50 à 55 la deuxième semaine. Là, en pandémie, les films drop de 76 en montant la deuxième semaine. Mais j'ai Donc, quand même il y a des dizaines de millions qui se perdent là. Ouais. J'ai quand même hâte de voir parce que ça reste un risque pareil. Je veux dire, s'il avait fait comme certains films d'horreur qui coûtent, mettons, 50 millions puis en ramasse 150, là, je pense que le premier hit, par exemple, a été dans Ouais, ces mais, eaux-là. Là, tu te dis, hostie, pour chaque dollar que je mets, Chris, j'en fais 4, là, tu sais. Ben, on connaît tout au minimum, rien que dans notre cercle proche, 3-4 personnes qui l'ont loué. Ça fait que. Mais ça, mondial, là, il a fait plus que 67 Ah, c'est millions. sûr, c'est Là. sûr. Ben non, ça, on n'a peut-être pas le chiffre complet, effectivement. Mais moi, j'ai eu un bon divertissement. Moi, je suis sorti de là, j'avais le sourire d'en face. Puis, tu sais, j'étais pas fâché que ce soit mauvais, là. Tu sais, je veux dire, en fait, je m'attendais à ça, tu sais. Oui, ben, on s'attendait parce que, tu sais, moi, j'ai eu plusieurs personnes qui ont fait la référence. Ah, le film de 95, c'était bien meilleur que ça. Ouais, j'ai fait dans ton souvenir, il était meilleur. Ah oui, va te le retaper, tu vas faire Mauvais, un le crise de film de saut, là. 95. Non, arrête, Ah, arrête. C'est C'est un bon film quand t'as culte. 7 ans. Non, non, c'est un Ouais, film culte. c'est un film culte. Tu sais, la musique est le fun. Il y a quelques combats qui sont le fun, sauf que. C'est drôle, il- c'est ridicule, C'est c'est mal c'est fait. encore, tu sais, tout ce que j'ai dit sur le film que j'aimais pas, c'est encore pire dans le 95. C'est un film de combat où personne ne sait se battre, les effets spéciaux ont mal vieilli, personne qui est capable d'acter là-dedans. Tu sais, je veux dire, c'est bourré de problèmes aussi. C'est le fun quand t'as 7 ans, puis t'as la cassette à la maison, puis un de tes chums te le prête, comme ben du monde, moi le premier, l'a vécu. Écoutez ça aujourd'hui, le film de 95. Hein. Ah, c'est terrible. Parce que puis, c'est il y a- parce que ça a l'air plus vieux que 95. Tu sais, je veux dire, ça. Ouais, oui. Puis on parlera pas de la suite, là, Ah! Annihilation, qui est Ah! arrivé Annihilation, après, là, mais qui tu sais, est... en plus, le problème du premier Mortal Kombat, il avait essayé de faire des plans séquences de ses combats, ça fait qu'il ne voulait pas avoir plus qu'un plan sur la plupart de ses combats, ce qui expliquait pourquoi ils duraient tout en bas de 3 minutes. Ah, puis c'était terrible. C'est que, tu sais, même le combat, c'est Liu Kang contre Sub-Zero, là, tu sais, il se donne 3 coups de poing de face, puis après, il tire un solo d'en face pour le tuer, là. Oui. Et le pire, je pense que c'est c'est-tu Scorpion ou Reptile? Reptile. Ah, c'est terrible. Ah, le CGI let, CGI puis tu sais qu'elle tient, là, puis qu'il se disait pas. Puis, sérieusement, Reptile, dans Mortal Kombat, le nouveau qui est sorti, il était très beau. Tu vois, moi, je trouvais que je l'ai trouvé laid pareil.
Ouais, il avait l'air d'un gros reptile, là. Ouais, je l'ai pas trouvé super. Mais tu sais, Il ressemblait à un mini Godzilla. Ouais, tu sais, mais Scorpion, là, dans lui de 95, tu vois son espèce de crochet qui devient une bouche. Là. Écoute, c'est ouais, tellement petit mal fait. oiseau, là. Ah. Ah, que c'est mal fait. Là. Tu sais, comme ça n'a pas de maudit bon Puis tout sens. ce qu'il fait comme passe, c'est sauter en faisant des flips, je pense, Mais- Scorpion, dans ce film-là. Ouais, Ce qui tout le était monde saute. Oui, ils mais font- ce qui était Ils sont génial. la des Jedi, musique. là. Moi, mais ce qui était génial, c'est que tu avais fucking Christophe Lambert. Ouais. Ouais. Raiden, sérieusement, il paraît qu'en anglais, il était moins pire, mais en français, il était assez flat dans le film. Hein? Hey, il est-tu pas sympathique? Ouais, il n'y a pas de non. prestance. Est-ce qu'il est là, là? Il arrive, OK, t'es qui, toi? OK, tu pars. Pour un dieu, là. Ah, puis il est donc bien. Il est chiant. Tu sais, il arrive, bon, je suis obligé de vous mettre un mur pour vous protéger parce que vous êtes trop poche. Puis là, tu le regardes. Ouais, c'est pas encore assez bon. Ah, mais tu sais, au pire, genre, Christon Kamen, là, c'était pas content, choisir notre combattant votant, tu sais. Le gars, il est clairement pas compréhensif. Il a l'air d'un esti de tête de bouc. Il arrive juste au dernier moment. Mais c'est parce qu'il ne peut pas intervenir. Ah non, il ne peut pas intervenir, tu sais. En plus, il se Mais fait il peut attaquer. les Dans... téléporter dans une safe zone, mais qu'il l'a Ouais, pas c'est fait ça. direct au début. Tu sais, Ouais. Il se fait attaquer dans Et sa... après, il peut dans sa- les téléporter tout le monde indépendamment pour avoir son propre combat. Tu sais, Mais ce il va qui- rien qu'intervenir comme ça. Puis ce qui est drôle, c'est qu'avant le tournoi, tout le monde chill, tu sais. Je veux dire, ils sont dans son temple, puis les ennemis arrivent, puis ils sont comme genre à... Tu sais, comme deux écoles rivaux là, qui arrivent et qui s'écœurent dans la cour d'école, tu sais. Je veux dire, Shang-Chung arrive avec ses gars dans la cour. « Hey! Vous êtes de la merde! » Puis là, les Mais- autres sont à l'autre bord du mur. « Non, c'est vous autres la merde! Mais et je veux donner un crédit, par exemple, à la tradition québécoise du film qui était qui était le fun. Parce que Kano, en québécois, là, Ouais, il était drôle. moi, je le vois comme le nouveau Slapshot. Puis même Cabal, que j'ai trouvé très cool, qui décide de mettre le film de Mortal Kombat, qui est un personnage qui est inutile, mais qui est sympathique, surtout qui va super vite. Moi, qui se présente devant Kano pour lui demander de péter le mur, je sais qu'il fait comme, puis il se présente, il fait comme, hey, le gros. Ah ouais? C'est tellement bon. Tu sais, tu voyais On se directement, reconnaît, on se tu- reconnaît. tu vois la tradition québécoise, puis c'est le fun, puis toutes les jokes de cul, puis ta vulgarité qu'il y avait, là. Ah, non, sérieusement, Kano était le fun. Ah, Non, Kano, honnêtement, quand il découvre qu'il y a un laser, hein? Mon Arcana, c'est un putain de laser! Il est tout content. Cette scène-là où il essaie de faire pogner les nerfs à Kano au souper, là. Ils sont comme un oui, espèce de- avec les gros, là. Ouais, puis le Kung Lao puis Liu Kang sont comme en train de se dire, regarde, on va y faire péter à la coche, puis on va le découvrir, son esti d'Arcana. Mais Puis, c'est tellement sauf drôle. que ça, dans les derniers jeux de Mortal Kombat, c'est ça qui est le fun, c'est que Kung Lao puis Liu Kang, c'est deux douchebags. Tu sais, les deux gars, il n'y a rien qui les stresse, puis rien qui leur fait peur, là, puis ils savent qu'ils peuvent tout péter, là. Ils les ont fait exactement comme ça, ces deux-là. Mais moi, j'ai adoré C'est deux douchebags. J'ai adoré Kung Lao. Ça a été presque Kung Lao, il était Ça a été incroyable. un de mes personnages préférés. Je l'ai Oui. vraiment aimé. Puis j'ai été déçu par Shang-Chung, là. Shang-Tsung qui l'a siphonné. Ouais, non, mais c'est parce que Shang-Chung, dans lui de 1995, il était une foutue gueule, là. Ouais. c'était Ben, l'acteur. le vrai méchant. Ah, il était méchant, là, mais genre, c'est un crise de temps, là. Il avait une face haïssable, là. Dans lui, il avait juste l'air de, genre, le directeur de l'école de Poudlard, là, tu sais, de l'école ennemie de Poudlard, là. Ça avait l'air de ça à m'amener, tu sais, genre, la coupe de feu, là, quand Ouais. toutes les écoles se rencontrent, là. Mais en même temps, il fait une bonne job. Parce que si on se fie à ce que le film nous dit, la Terre a perdu genre 9 des derniers combats. Puis Oui, il est efficace. s'ils perdent le prochain, ils vont tout perdre. Mais S'ils c'était gagnent, 195 on se voit aussi. Oui, je sais. Ouais. Mais ça veut quand même dire que la Terre fait une job de marde à préparer ses combattants. Tu sais, apparemment que personne n'a jamais entendu parler de ça. Il y a Sonia qui a des articles de journaux où il parlait du Mortal Kombat. Elle peux a fait avoir un une belle cadre- grosse job d'exposition. Là. Elle nous donne toute peux avoir l'histoire un- avec Ouais, ce qu'elle mais, a dans sa roulotte. Là. Le neuvième tournoi, là, c'est la faute de Roger le trucker qui est rentré Ouais, dans c'est ça. l'autobus des Ouais, c'est 10 combattants. C'est que lui, il s'est ramassé 10 tatous puis il savait pas pourquoi. Là, ça C'est y est. n'importe qui Les se ramasse 10 avec combattants ce sont morts dans un accident d'avion. N'importe qui se ramasse avec ce petit tatou-là, tu sais. Personne ne le demande. Roger le trucker, il en a tué 10 d'un coup dans l'autobus, puis il savait pas tout ce qui se passait. Kegoro est arrivé, il a fait de fuck, puis il est mort. Alors, honnêtement, j'aurais aimé avoir un récapitulatif des 9 tournois. Tu sais, genre en 5 minutes, tu nous montres les tournois qu'on a perdus, là, avec les hosties de combattants de tout croche. Là. Ça aurait vraiment été drôle, mais ils l'ont pas fait. Bref, allez le voir. Honnêtement, là, c'est du fun. Là. C'est du gros fun pour retourner au cinéma. Puis c'est pas Hey, comme s'il y avait honnêtement, grand-chose. si on le compare au scénario de Godzilla, il est plus profond, mais Ah, ça, c'est visuellement, il est moins le fun. Shit. En Les fait, deux sont dans la même ligue. non, je pense que Mortal Kombat, comparé à Godzilla, c'est un critérium. Ouais. C'est un grand film culte qu'on va... Non, c'est une grande écriture, là. Comparé à non, Godzilla. moi, les deux ont la même note. Là. Ça serait genre 1 sur 5, mais des films vraiment le fun. Tu sais, ça mérite d'être vu au cinéma, mais c'est pas des Hey, bons il pourrait films. faire un mash-up, genre.
Godzilla, MK, tout ensemble. Ce serait bon? Non? Non, non. Ça serait quoi l'Arcana de King Kong? Il n'y en a pas, man. Ils n'en ont pas Hache. besoin. Ça serait... Ouais, la hache. Il y aurait tiens. des bras qui se transforment en CH. là. Ah, ça serait malade. Puis le Godzilla pourrait combattre pour nous autres aussi. Ça serait fou, là. Ah, il serait comme Optimus Prime, il pourrait changer sa main en hache. Oui, ça serait Ouais. super bon. Hey, on y va avec les poisons. Qui veut commencer? Eh, mon Dieu, battez-vous pas. C'est Moi, le même à tous les semaines. hein. Ouais. je vais y aller très, très, très rapidement. Ouais, vas-y, Alan. Cette semaine, j'ai acheté la suite de Calamity Janes, Wild West de Jacques Lamontagne. Présentement, le deuxième volume s'appelle Wild Bill. Ouais, ça n'a pas trop pris de temps. Hein. D'habitude, tu nous dis que c'est quand même long entre les. Ouais, sauf que je pense que c'est un projet qui est assez avancé. Je pense que je ne me trompe pas, d'après ce que je peux voir, il va y avoir 2 autres volumes qui vont sortir dans cette série-là. Sérieusement, là, on est vraiment dans la conquête de l'Ouest. On parle plus de ce qui s'est passé un petit peu avec les Indiens. Ça fait que c'est peut-être une bande dessinée qui est un petit peu plus politique militaire sur l'époque plutôt que sur l'évolution de Calamity Jane en tant que personnage, parce que là, c'est quand elle se fait lever par une tribu d'Indiens après avoir fait partie de l'armée un peu. Au niveau du développement des personnages, c'est tel que tel. On voit Wild Bill qui essaie de courir après un gars, tu sais, puis finalement, ça. Tu sais, au niveau des personnages, ça mène à rien. Il y a plus ou moins de développement, mais c'est toujours aussi beau. Si tu as des repères historiques, justement, quand ça s'est passé, là, ce que l'homme blanc a fait au bison, puis les regroupements, là, finalement, quand les Indiens ont décidé de se créer une armée pour réussir à battre l'homme blanc, mais finalement, les Indiens n'étaient pas faits pour vivre en troupes rassemblées, là, donc ils n'étaient pas prêts à ça. Ça explique beaucoup de choses de même. Au niveau de l'histoire, c'est le fun, mais visuellement, ça n'a pas de sens. C'est tellement beau. Les plaines qui dessinent. Sont-ils bien Quand tu rentres dispendieux? dans des. Ouais, c'est de la BD, c'est du Dupuis. C'est pas loin de 60 pages pour 28,95, Ok, je ok. pense. Ah, quand même. C'est que, c'est des prix qui sont très, très acceptables parce que moi, je conseille à dire à 28,95 dans ces volumes-là, c'est que tu pèses du 32 pages, que c'est insultant un peu. Ouais, effectivement. Quand tu pognes le 60 en montant, au moins, là, tu rentres dans ton argent, mais le nombre de détails, je conseille à le dire, chaque case est un tableau. Et c'est traité en tant que tel pour tous les détails que ça. C'est parce que. Puis, contrairement à Gutanabe qui est en noir et blanc, lui, c'est en couleur. Ça Ouais, fait que c'est ça de n'a juste l'ouvrage. pas Ouais. de bon sens. Pour vivre le Wild West, donc l'Ouest américain, la conquête, là, c'est super intéressant. Puis c'est tellement beau. Je pense que si vous tripez sur les cowboys, ça vous prend ça dans votre bibliothèque. Jean-Nic? Je vais y aller avec un film Netflix, mais qui n'est Oh! pas un film Netflix. C'est un achat Netflix, comme je parlais un peu plus tôt, qu'ils font souvent présentement. Ça s'appelle Love and Monsters. Ouais, ça m'a intrigué, moi. C'est-tu bon? C'est écœurant. Moi, j'ai capoté bien raide ce petit film-là. Là. Il y a tellement de cœur, puis c'est tellement un beau et bon scénario. Et je vais lancer ça à Brian Duffield, qui est le scénariste du film, qui présentement a vendu beaucoup de ses scénarios. Là. C'est l'histoire, dans le fond, de l'humanité qui est en perdition. En fait, il y avait une météorite qui arrivait sur Terre. On a envoyé des bombes pour la détruire. On a réussi. Mais dans les bombes, il y avait des produits chimiques. Quand c'est retombé sur Terre, ben, ça a fait que les insectes et les animaux ont muté. 95% de la population s'est fait décimer dans cette espèce de guerre contre les nouvelles créatures, les insectes. Maintenant, les gens vivent sous terre dans des mini-colonies. Puis là, on suit notre personnage, dans le fond, qui est un petit peu heureux, qui cherche, qui est bourré de bonnes intentions, puis il décide d'aller retrouver sa copine de secondaire, que ça fait 7 ans qu'il n'a pas vu, mais qu'il a retrouvé récemment sur une ligne radio, puis elle vit à 100 km de où il est, puis il décide de partir à la surface pour le retrouver. Les effets spéciaux sont vraiment sa coche, mais c'est un film d'action des années 90. Genre, toutes les jokes, tous les référents, tous les trucs ont un payoff dans le film. À toutes les fois qu'un personnage dit quelque chose, il apprend de quoi, il voit de quoi, il va avoir un lien avec quelque chose qui va arriver plus tard. Mais on C'est parlait de bourré budget. cœur, C'est-tu cheesy? Je veux dire, on les voit pas, les bobites, puis ça a pas coûté cher. Puis... Étonnamment, là, ils ont fait beaucoup avec. C'est pas un film à grand déploiement. J'ai pas le budget devant moi, mais ça doit être un truc à 100 millions. Là. OK, fait qu'il y a quand même des effets spéciaux qui valent la peine. Oui, oui, il y a beaucoup d'effets spéciaux, puis il y a beaucoup d'effets spéciaux pratiques. Il y a OK. beaucoup des insectes là, qui sont qui les ont construits pour de vrai. Puis on est comme dans le cinéma des années 90. Des fois, mettons, je sais pas, il va avoir une patte, fait que la patte, ils l'ont faite pour vrai, puis on la voit dans le shot. Par contre, quand l'insecte est plus gros, plus loin, ben là, ça va être en CGI. Mais tu vois qu'il y a vraiment un souci de. Il faut que ça paraisse bien. Fait qu'il y a un bon mélange de CGI et d'effets pratiques réels.
Puis, tu sais, comme au début du film, il y a une scène où il y a une fourmi géante qui attaque. Puis, tu sais, ils l'ont commis en arrière d'un espèce de rideau. Fait qu'on voyait que l'ombrage. Fait que, tu sais, ils utilisent beaucoup ce genre de truc-là. Fait que, tu vois le monde revoler, t'entends le monde crier, mais tu voyais que, il y a une scène où on voit ça avait l'air bien. En tout cas, moi, les images on que voit des j'avais araignées vues, géantes, mais on voyait que le pattes écrasaient les maisons, mettons. C'est vraiment super cool. L'acteur, c'est Dylan O'Brien qui a le rôle principal. Il est super attachant, il est drôle. Puis, tu sais, ça commence avec lui qui trouve Michael Rooker puis une petite fille. Puis eux autres, c'est comme des survivalistes, puis ils apprennent un peu comment vivre à l'extérieur. C'est ça. Moi, ça m'a rappelé beaucoup, là, si vous aimez le cinéma d'action, avec un petit peu d'humour, beaucoup de cœur des années 90, là, c'est vraiment un petit bijou. Jetez-vous là-dessus. Puis, un autre deuxième petit coup de cœur, allez écouter la bande-annonce de Sweet Tooth, qui s'en vient aussi sur Netflix le mois prochain. Adaptation d'une bande dessinée de Jeff Lemire. Enfin, un projet de Jeff Lemire qu'on va avoir à la télévision. On en parlait tantôt des projets de Je suis Netflix. content de pervoir Netflix. Si je suis content de pervoir Netflix. Hey, honnêtement, là. J'ai tellement hâte qu'on en parle. Les boys. J'ai pas ouvert Netflix depuis le mois d'août. Ben, c'est sûr, tu l'as bu. Oui, mais c'est ça va faire presque un an que j'ai aucune idée qu'est-ce qu'il y a dans ce catalogue-là. Ouais, mais ça, le truc, ça m'intéresse. Je vais probablement l'écouter. Mais l'affaire de Jeff Lemire, juste à cause de toi, je serais pas capable de l'écouter. Moi, Jeff Lemire, là, c'est rendu mon nouveau Joaquin Phoenix. C'est un gars que. Je suis capable. Moi, sérieusement, là, j'avais acheté les BD de Question de DC, le Black Label. J'ai juste hâte qu'on recommence à faire des feux chez vous, Martin, puis je vais faire une vidéo live des mois qui est calé sans feu. Vous allez me voir me lancer dans le feu pour sauver les BD. Hey, j'y vais, moi, avec deux poisons, mais un très, très rapide qui vous concerne. C'est le début du Kickstarter pour Clan of the Devils. Hey, c'est vrai, on a oublié d'en parler. Je veux absolument vous inviter à aller, si ça vous intéresse. On avait parlé, là, son nom m'échappe, Maurice Devereaux. Maurice Devereaux, que je salue, à qui on avait parlé dans un de nos podcasts. D'ailleurs, Frédéric Tremblay, un de nos auditeurs, m'a écrit cette semaine pour me dire « Vous m'avez encore fait dépenser, c'est mon premier Kickstarter à vie. » Et moi, de lui dire « Hey, t'es chanceux, là, c'est un Kickstarter où tu vas avoir ton stock au mois de mai. » Oui, parce que c'est valeur sûre, parce que comme Maurice vous avait dit, tout est déjà imprimé, il y a déjà un bois, ça fait que tu payes le Kickstarter, dans 30 jours, il finit, puis il ship qu'est-ce que tu as payé pour. Parce que d'habitude, un Kickstarter, ça peut prendre 1 an, 2 ans. Pour Alice, on a attendu quoi, 2 ans? Je vous ai parlé de mon spawn qui était perdu dans des conteneurs, ça a pris au-dessus d'1 an. J'attends ma suite de mon jeu de Teenage Mutant Ninja Turtle, de l'expansion de Batman, qui était exposée d'arriver au mois de février. Si on est chanceux, on va l'avoir à la fin de l'été. Non, c'est ça, là. Fait que j'ai dit à Frédéric, j'ai dit, tu sais, oui, c'est un Kickstarter, puis oui, peut-être que pour toi, c'est une première expérience, puis que tu sais, t'es pas habitué, mais t'es chanceux parce que t'es sûr d'avoir le produit. Puis honnêtement, j'ai bien hâte. Moi, je l'ai pris. J'ai pris le TP. Ça m'a coûté 44 $, je pense. Oui, parce qu'il y a 12 pièces de shipping, puis pour avoir la version papier, ça commence à 32, puis je pense à des alentours, je pense que tu payes même pas 5-7 pièces de plus pour avoir la version signée. Exact. Ça tente d'avoir une petite affaire de plus. C'est très abordable. Honnêtement, Maurice avait été super sympathique. Son projet a l'air super, super intéressant. C'est un projet qui est quand même de longue haleine parce qu'il passe un projet d'au-dessus de 1000 pages. Là. Sauf que oui, si vous n'avez jamais connu les Kickstarter, vous voulez voir à quoi que ça ressemble, lancez-vous là-dedans parce que, comme on disait, c'est une valeur sûre parce que c'est déjà printé. Ouais, c'est pas risqué, vous allez avoir votre stock, puis on parle d'avant juin, là, possiblement. Vous allez recevoir votre stock. C'est pas risqué. Là. Puis en plus, ça va être le fun à lire. Je suis convaincu que ça va être très, très bon. Donc, puis 30 pages pour 110 pages. 30 pièces pour 110 pages. Ah, c'est pas cher. C'est vraiment pas cher. C'est pas cher. Et je termine avec mon gros poison. Je me suis lancé dans les éditions de mon roman préféré 1984 en bande dessinée parce que ça tombe dans le domaine public cette année, l'œuvre de George Orwell, ce qui permet à plusieurs créateurs donc de s'approprier l'œuvre et d'en faire des éditions de bande dessinée. On avait parlé de celui de Fido Nesti qui était sorti en début d'année. On l'avait lu tous les trois. L'œuvre que j'ai dans les mains est celle de Jean-Christophe Derrien et Rémi Torregrossa et beaucoup moins volumineuse que celle de Nesti. Par contre, je dois vous dire que je les apprécie presque de façon égale. Celle, donc, de Derrien et Torregrossa, ce que j'adore, c'est que c'est un résumé très intense du roman de 1984. Toutes les grandes étapes sont là. Tous les grands moments du roman sont là. C'est en noir et blanc, mais avec des pages couleurs à certains moments clés de l'histoire. Les dessins, moi, je les trouve superbes. Il a fait une belle job de... comment est-ce qu'on appelle ça? Là, quand on dit qu'on est... tu vois, je ne l'ai pas. Là, pas concis, mais qu'on est capable de faire une synthèse. Une job de synthèse
incroyable parce qu'on ne perd pas le fil du roman, ni même l'intensité. Tu sais, ça monte en intensité dans 1984 et il l'a préservé malgré le fait qu'il va manquer quand même plusieurs pages là, au roman. Là. Contrairement à Nessie, d'après ce que je peux voir, c'est une vraie bande dessinée, tandis que dans l'adaptation de Nessie, on avait des grands pans du roman qui étaient pratiquement écrits textuellement à travers. Et dans celui de Nestie, on avait le journal de Goldstein qui avait été refait presque dans son intégralité. Dans celui-là, c'est pas le cas. Mais la finale est la même, les grands moments sont les mêmes, c'est bien dessiné, c'est bien écrit. Moi, je l'ai beaucoup, beaucoup apprécié. Là, il me manque une version, c'est celle de Xavier Costa. Qui est à 70-80 $. Je pense que c'est toute une brique, celle-là. Elle est plus grosse que Nestie. Celle-là est vraiment plus grosse. Là. Celle-là a l'air d'être vraiment plus intégrale, mais je me promets de l'acheter d'ici la fin de l'année parce que c'est mon roman préféré. Je me tanne pas de le lire. J'ai dû lire ce roman-là une dizaine de fois. J'ai lu celle de Nestie, là, je viens de lire celle-là, puis honnêtement, je me tanne pas. Puis que ça sorte à ce moment-ci de notre histoire, je trouve ça tellement ironique. Je trouve ça tellement incroyable que ça sorte à ce moment-là. Quoique toutes les périodes, hein, on peut se dire qu'on vit une espèce de mini 1984. On dirait qu'on c'est comme notre référence ultime à ce qu'on ne veut pas avoir comme société. Là. Oui, effectivement. L'intemporalité de l'œuvre. Ben, c'est pour ça qu'ils ont marché à Montréal, pour nous protéger contre ça en fin de semaine. Oui, hein, une chance qui était là. Bref, j'ai vraiment aimé cette version-là. Et ce qui est le fun de cette version-là, c'est qu'elle n'est pas très dispendieuse. 28 $ pour presque du 100 pages. Oui, puis c'est un album rigide. Ouais, 120 pages. 120 pages cartonnées chez les Éditions Soleil, 28 $. Fait que si vous n'avez jamais lu le roman, vous n'avez pas lu celle de Nestie parce que ça vous a découragé parce que c'était gros et c'était presque. Celle-là, là, vous allez avoir l'essentiel du roman. Vous allez avoir un beau volume, puis vous allez peut-être, comme moi, triper sur cette œuvre-là de George Orwell. Il me reste donc celle de Xavier Coste à lire, puis la BD qu'on avait fait sur la vie de George Orwell que Marc Gagnon m'a proposé. Je salue Marc. Puis effectivement, ça a l'air que c'est vraiment bon aussi, cette BD-là, mais je ne l'ai pas encore en ma possession parce que ces temps-ci, écoute, il y a beaucoup de stock. Là. On achète. On essaie des fois de se limiter un peu. Mais je vous la conseille fortement. Honnêtement, là, j'ai eu autant de fun, sinon plus, qu'avec la version de Nestie. Parce que la version de Nestie, ce qui est intéressant, c'est que c'était une version personnelle aussi. Hein? L'auteur avait une histoire à nous raconter l'histoire. Il y avait un élément il y avait un élément personnel là-dedans qui a un peu moins dans celle-là. Puis celle-là est vraiment plus copier-coller roman. Là, c'est vraiment plus là, genre la trame. Là, fait que c'est vraiment intéressant, honnêtement, si vous voulez mettre la main là-dessus. Et c'est pas très cher. Et ça conclut notre épisode de cette semaine. Oui, tout dépend. En parlant d'adaptation, ça fait penser, on a parlé de Toulouse au début. Avec le dernier volume, ils avaient donné une espèce de petite préface, une nouvelle adaptation de science-fiction va être adaptée. C'est le prochain qui va passer chez Clown, c'est M. G. Wells. Oui, H.G. Wells avec War of the H.G. Wells. La guerre des mondes va être adaptée en manga. Oui, puis ça a l'air bien en passant. L'as-tu feuilleté un peu? Oui, je l'ai feuilleté. Ça a l'air bien. Ça a l'air bien, puis honnêtement, la Guerre des mondes, on l'a vu au cinéma, on l'a vu en radio, on l'a vu ça en BD, ça avait-tu vraiment déjà existé avant? Sûrement, Possiblement, là, oui, sûrement, mais en manga, ça risque d'être quelque chose d'intéressant là, de voir. Oui, ben honnêtement, moi, je pense peut-être me le pogner. Ouais, ça va être quelque chose à suivre aussi bientôt. Effectivement. Messieurs, je vous souhaite un excellent 2 semaines. On se revoit bientôt. On se revoit bientôt. Bonne journée, au revoir.